L'Impact dit « On va vouloir signer un gardien de l'Académie. » Il y a Maxime, il y a toi. Comment la dynamique entre vous deux s'installe? Maxime a toujours été un peu au-dessus. Mais là, cette année-là, où il a été blessé pendant 1 an, moi, mon niveau a beaucoup augmenté, là, je pense que c'était proche. Donc, évidemment, il y avait une rivalité dans le sens de les deux, on voulait signer. Mais comme gardien, on fait le mieux qu'on peut, puis c'est pas nous qui décident à la fin. Là. Est-ce que tu sentais que Maxime sentait qu'il allait devenir pro? Peut-être que c'était moi qui me faisais des idées. Là. Ça a même été dans des journaux. Ils vont signer un gardien. Il y a aussi Jason Beaulieu. Tout d'un coup, j'étais dans la conversation. Il était à la Coupe du monde U17. Un gardien d'équipe nationale, les clubs veulent le garder. Il y a une certaine valeur à ça. Le fait d'être mis dans cette conversation-là, je me suis dit, comment je pourrais jouer pro? En 2014, tu prends une décision de quitter pour aller aux États-Unis. C'est toi qui fais les démarches, là? Oui, j'ai trouvé la liste des meilleures équipes de l'équipe. Je trouvais les emails de coach. J'ai envoyé à 200 coachs. La bonne vieille technique du email froid, directement. Ouais. Combien tu as de réponses? À peu près 30-40. New Mexico est arrivé vraiment tard dans le processus. En janvier, ils m'ont contacté. Notre gardien senior qui vient de jouer la demi-finale gradue. On aimerait avoir un autre bon gardien qui arrive. Donc, j'étais allé visiter, là, je pense, au mois de février-mars, puis c'était signé pour commencer en juin. Jason Beaulieu, tu es un ancien gardien de but professionnel ayant joué pour l'Impact de Montréal durant ta carrière de foot. Tu fais partie de la belle cohorte de joueurs du FC Boisbriand qui, subséquemment dans leur carrière, ont pu atteindre le plus haut niveau. Après avoir joué à l'Académie de l'Impact au début des années 2010, tu t'expatries aux États-Unis pendant 4 saisons et tu joueras avec l'Université du Nouveau-Mexique. À la fin de ton parcours scolaire s'enchaînera une carrière professionnelle où tu joueras respectivement avec l'Impact, le Fury d'Ottawa et les Wanderers de Halifax. Tu fais partie des rares gardiens de but québécois ayant connu la MLS. Jason Beaulieu, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Merci de me recevoir. C'est vraiment fun de te revoir. Ça fait un bout de temps que tu as parlé un petit peu foot, que tu as fait une introspective sur ta carrière. Effectivement, je me suis un peu sorti de ce monde-là. Là. Ça fait à peu près 3 ans qu'il n'y a plus beaucoup de soccer dans ma vie. J'ai joué un peu avec des amis comme attaquant, là, juste pour le plaisir. Mais là, ça fait même 2 saisons que je joue plus du tout. Je coach, mais je suis assez sorti de ce monde-là. Je suis content de revenir en parler. Ça va être fun. Ben oui, parce que tu as une belle histoire. Puis là, maintenant, tu fais quand même du triathlon. Donc, tu es resté dans le domaine sportif. Comme quoi, un athlète, ça n'arrête jamais. Là. Ça me prenait quelque chose d'autre pour me dépasser, j'imagine. Là, juste travailler, c'était pas assez. Ça me prenait quelque chose de mesurable, que tu peux t'améliorer, avoir des objectifs. Donc, c'est ça le trip des 2 dernières années. Incroyable. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Puis bon, si on commence, pour bien décortiquer une histoire de foot, on doit commencer avec l'enfance. J'ai cru comprendre qu'un de tes idoles de jeunesse, c'est Patrick Roy. Effectivement. Et l'ancien gardien de but du Canadien de Montréal, également de l'Avalanche du Colorado. Peut-être pour commencer, si Patrick Roy, c'est un de tes idoles, quand tu étais jeune, c'était le foot ou le hockey? Comment tout ça s'est mis en place de ton côté? Moi, c'était plus hockey quand j'étais jeune. Là. J'ai jamais joué au hockey dans une équipe, mais je viens de Boisbriand, qui est sur la Rive-Nord. Et le soccer à Boisbriand, il y avait du soccer, mais c'était pas une culture foot, là, vraiment pas. C'était vraiment hockey. Mon père, c'est un gars de baseball et hockey. La plupart de mes amis, c'était du hockey. On jouait au hockey dans la rue. À RDS, on le sait, c'était sur 30 minutes, il y avait 26 minutes de hockey puis de highlights de hockey. C'était ça ma culture. J'écoutais le hockey avec mon père, puis on écoutait contre l'Avalanche, puis je trouvais qu'il y avait des belles couleurs, puis il y avait un gardien québécois, puis je le trouvais spectaculaire. Fait que j'ai collectionné des cartes de Patrick Roy. J'avais un cartable au complet de, 50, 100 cartes de Patrick Roy, que j'aimerais retrouver d'ailleurs. Là. Je ne sais pas il est où. Je l'avais cherché un peu dernièrement, mais je ne sais pas il est où. Fait que ça a été, je pense, mon premier athlète que j'ai un peu idolâtré, là, ou que je trouvais fun de regarder. J'avais un maillot de Patrick Roy, donc, mais j'ai jamais joué au hockey, donc je joue au soccer depuis que j'ai 5 ans. Puis c'est vraiment sur le tard que j'ai appris à vivre cette culture-là, à comprendre comment ça fonctionne. C'est quand même très différent des sports nord-américains. Donc c'est peut-être bizarre pour un jeune d'aujourd'hui que c'est tellement connu, c'est vraiment accessible, mais il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas de match à télé vraiment. Puis on faisait avec ce qu'on avait à télé. Mais c'est quand même intéressant quand tu analyses tout ça. Patrick Roy est ton idole, tu as fini gardien de but. Comme quoi, tout ça n'était pas tellement loin l'un de l'autre. Tu joues au foot quand tu es jeune, mais tu ne joues pas au foot dans les buts. Donc, tu joues sur le terrain jusqu'à l'âge de 12 ans. Avant qu'on parle un petit peu de ta reconversion comme gardien de but, est-ce que c'était sérieux pour toi le foot à tes 9, 10, 11 ans ou c'était
purement pour le plaisir? Est-ce que tu avais déjà des envies d'être professionnel? Comment ça se déroule dans ta tête? Du tout. Là, je jouais vraiment pour le fun. Mes parents m'ont inscrit au soccer, puis c'était ça que je faisais. J'avais du fun avec mes amis. Tu sais, j'étais bon au niveau où je jouais. Je jouais dans le D2, D3. Tu sais, c'est quand même des deuxième division. 3. Tu sais, j'étais vraiment pas dans l'élite, mais dans mon équipe, j'étais assez bon. Donc, j'aimais ça jouer, j'aimais ça marquer des buts, la compétition, gagner des matchs, mais c'était vraiment pas quelque chose de compétitif. Là. Jamais, même on allait voir une fois par année jouer l'Impact au centre Claude Robillard, mais c'était même pas un objectif ou une possibilité pour moi de jouer là. C'était vraiment pas ça mon parcours. Là. C'est arrivé beaucoup plus tard que c'était peut-être que c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais jeune, pas du tout. Non, ça, c'est totalement fascinant. Ton parcours, on le décortiquera peut-être un petit peu plus tard quand tu deviens professionnel parce que tu n'as pas suivi le chemin que habituellement on voit et que d'autres joueurs ont suivi, comme quoi plusieurs chemins sont possibles pour devenir professionnel. On revient à ta jeunesse, tu découvres le poste de gardien de but à tes 12 ans, par hasard. Tu arrives à un match de foot, il n'y a pas de gardien, il y a une paire de gants. Tu te proposes d'aller dans les buts, je crois bien. Exact. Puis j'y pense régulièrement, ce moment-là, c'est quand même changé ma vie du tout au tout que, je me dis, si j'avais pris 5 secondes de plus à répondre au coach, je vais y aller dans les buts, quelqu'un d'autre répond, j'y vais pas. Peut-être qu'un autre match, j'aurais été dans les buts, mais j'aurais peut-être pas aimé autant ça, ou ça serait peut-être passé différemment, parce que c'était le premier match de ma saison U11, puis j'arrivais là juste pour jouer sur joueur de champ, puis c'est ça, le gardien était pas là, il a demandé le coach qui veut y aller, puis spontanément, cette fois-là, j'ai dit, je vais y aller, il m'a donné des gants. Puis c'était une journée qui pleuvait un peu. Et on jouait sur un terrain naturel. Il y avait de la boue. Je me lançais par terre. Je glissais. J'ai fait plein d'arrêts. J'ai vraiment eu du fun. Puis là, les prochains matchs, je me disais, j'aimerais ça continuer comme gardien. Mais notre gardien venait au match, donc je ne pouvais pas. Donc là, l'année d'après, je me suis dit, je vais m'inscrire comme gardien. Puis ça a donné que, juste en m'inscrivant comme gardien, il n'y avait pas beaucoup de gardiens dans ma catégorie d'âge. Puis ça m'a fait avoir des essais comme deuxième gardien avec l'équipe 2A de la ville. Donc déjà, ma première année comme gardien temps plein, mais je me suis retrouvé à pratiquer avec les meilleurs de ma catégorie. Donc déjà, là, il y a eu un bump. Puis de jouer, d'avoir le sentiment de jouer au plus haut niveau, ou le sentiment de me dépasser, c'est vraiment ça que j'ai aimé au début. Puis j'ai fait l'équipe. Puis là, on dirait qu'il fallait que je reste là. Puis j'ai vraiment aimé ce feeling-là. Donc de partir de rien puis de trouver la performance. Là, c'est vraiment à 12 ans que pour la première fois, je jouais avec un sentiment de performance. Ça arrive à 12 ans et par la suite, dans les années qui suivent, tu fais partie de la belle génération de Boisbriand. Tu es un 1994, comme Samuel Piette et l'autre Samuel également qui l'a suivi à Metz. Une belle génération. Il y a plusieurs joueurs qui ont fait l'Académie de l'Impact par la suite dans cette équipe. Ramène-nous peut-être à ce moment-là. Je sais qu'il y a une coach là-bas qui a marqué dans l'imaginaire, qui a changé également la vie de Samuel. J'apprenais ça hier, Samuel Piette. C'est vraiment Lynn qui l'a aidé à percer en France. Sur toi, quel impact qu'elle a eu? Elle a marqué beaucoup de gens. Tu t'en parles, puis j'ai encore des frissons. Là. Ça que je l'aille sur Histoire de foot, je pense bien. Ce serait exceptionnel. Là. Je pense pas qu'elle a fait beaucoup de podcasts dans sa vie. Là, donc, qu'elle raconte tout ça, moi, j'aimerais vraiment ça. Tout le monde parle de Lynn avec des étoiles dans les yeux. Là. Pour moi, justement, c'est quand j'ai rencontré Lynn que j'ai vu la passion pour le soccer. Elle parlait tellement avec passion du ballon, du jeu, mais aussi de ses joueurs. Elle avait tellement un désir que tout le monde soit heureux là-dedans. Autant les meilleurs, il y avait Samuel Leblanc qui était de loin peut-être le meilleur joueur du Canada, peut-être dans notre équipe, donc qui était exceptionnel. Autant que un joueur comme moi qui arrivait un peu outsider, puis je me sentais tellement pris dans l'équipe, je me sentais important, je sentais qu'elle voulait que je sois heureux, même si des fois au début je jouais pas. Fait que elle a vraiment créé une équipe tellement unie, une gang de gars qu'on se voit encore aujourd'hui. Je les vois encore dans 2 semaines. On a un week-end organisé avec des gars de cette équipe-là. Wow. Fait que les moments, les tournois qu'on a vécu ensemble, ça nous a tellement rapprochés que c'est grâce à Lynn à la fin. Puis elle a donné la passion du soccer à tout le monde, qui a créé l'équipe qu'on avait, qui nous a permis de gagner des ligues et éventuellement que plusieurs pop pour être professionnels. Ouais. Équipe du Québec, CNHP, Académie. Vous êtes une équipe dominante à ce moment-là? Oui, en U13, quand j'ai intégré, en U12, j'étais là, mais je jouais des fois D1, des fois j'étais plus deuxième gardien.
là, en U13, c'est là que j'ai vraiment intégré l'équipe temps plein. Puis on a gagné, je pense, quelque chose comme 14 tournois de suite. Bon, pas juste moi, mais avant que j'arrive aussi. Fait qu'on gagnait chaque tournoi auquel on participait. Fait que ça, c'était vraiment... C'est le fun de gagner le tournoi. Bien sûr. Ça nous a vraiment rapprochés. Donc, mais étonnamment, quand on est arrivé pour faire le 3A, qui était à 14 ans, donc la saison U13, on a fini 4e de notre ligue. Une mauvaise année dans le championnat. On a perdu quelques matchs clés. Il a fallu faire un match de barrage. On a été joué à Québec. On a fait le match aller. Donc, on était à un but de ne pas faire le 3A. Oh, wow. Donc, ça aurait complètement tout changé aussi parce que toute cette équipe-là se serait vidée si on n'avait pas gagné ce match-là pour aller faire le tournoi. Aller faire le 3A. Donc, ça aussi, c'est un autre moment. Tu sais, il y a plusieurs moments comme ça, charnières, que ça aurait pu se passer, ça aurait pu ne pas se passer. Il y a beaucoup de chance là, dans tout ça. Mais parle-moi de ça, tu disais que l'équipe se serait peut-être vidée, mais je pense que dans ces mêmes années-là, des joueurs comme Samuel Leblanc, comme Samuel Piette, quittent pour Metz. Est-ce qu'il y a d'autres départs comme ça qui se déroulent? Parce que j'imagine que si il y a certains joueurs qui ont eu autant d'impact, peut-être qu'ils sont allés faire des tests dans d'autres pays, dans d'autres clubs. Comment ça s'est déroulé, tout ça? Ben, si je me rappelle bien, Sam Piette, il arrive à 15 ans, peut-être 14, mais j'ai l'impression qu'il arrive en U15. Donc, lui, c'est un joueur de l'extérieur. Lui, il arrivait de Repentigny. Donc, il y a beaucoup de joueurs comme ça. Au fil des années, les meilleurs joueurs de toutes les équipes autour s'intégraient à notre équipe. Donc, ça l'a fait aussi sortir des joueurs du corps du début. Mais en même temps, on s'améliorait beaucoup avec tous ces joueurs-là. Donc, il y a plusieurs joueurs comme Sam qui, justement, ils ont vu notre équipe, ils ont vu à quel point on jouait bien, à quel point on avait du fun, à quel point on gagnait. Ils voulaient s'intégrer avec nous. Puis pour quelqu'un comme Sam Piette ou Sam Leblanc, il y a aussi Jean-Emmanuel Aouman qui ont été à Metz à cause de Lynn, qui a fait ce pont-là. Il y avait comme un partenariat entre les clubs à cause de Lynn. Donc, qui ont vécu le rêve de jouer en Europe à cause de Lynn, c'est vraiment exceptionnel pour eux. On est allé 2 fois en équipe pour des camps de 10 jours. Oh, wow. Donc, moi, C'était comment? Moi, c'était la première fois que j'allais en Europe à ce moment-là. Donc, ça a 14 ans. Puis, bien honnêtement, j'ai aimé l'expérience, mais je me suis dit que c'était pas ça que je voulais faire dans la vie. Je voulais pas aller dans un centre de formation en France, comme Sam a fait. C'était très isolé, je trouvais. C'est peut-être, mais en même temps, j'en ai vu plusieurs après. Là, j'ai vu lui de Saint-Étienne, j'ai vu lui de Troyes après. On est allé avec l'académie. Puis, je trouvais que c'était beaucoup, des centres, des blocs carrés, des buildings pas très attrayants, au milieu de nulle part, en dehors de la ville, avec des terrains de soccer tout le tour. Puis ce que je voyais, les jeunes, tout ce qu'ils faisaient, c'était jouer à PlayStation, jouer au ping-pong, puis s'entraîner. Ils étaient comme un peu retirés de la vie avec une petite chambre, avec un lit, un petit bureau de devoir, mais j'avais l'impression qu'ils participaient pas vraiment à la vie comme au Québec. Moi, je prenais mon vélo, j'allais jouer chez mes amis, jouer au hockey dans la rue, j'allais skier avec ma famille le week-end. Ce que je voyais, c'était pas ça la vie des joueurs du centre de formation. Donc, probablement que c'est une meilleure façon de créer des bons joueurs. Bien sûr. De leur donner plus de soccer. Puis d'enlever les distractions autour. Mais pour ma vie d'adolescent, je voulais pas faire ça. Puis effectivement, je pense que ça a été très difficile pour ceux qui l'ont fait. Dont Sam Piette, Sam Leblanc. Ils se sont rendus compte à 16, 17 ans. C'est quand même des sacrifices. Bien sûr. C'est bien au niveau de soccer. Mais au niveau de la vie, ils nous voyaient vivre notre adolescence. Puis moi, c'était pas ça que je voulais. Ben écoute, Samuel nous le disait hier quand il s'est retrouvé en Espagne. Je pense que c'était un de ses derniers clubs. C'est des Arabes. Il nous disait, écoute, moi, je vivais dans une petite maison avec mon préparateur physique, un autre joueur. Le matin, je m'entraînais au gym. L'après-midi, j'étais en train de faire des entraînements avec l'équipe et je vivais avec 1 500 € par mois. Donc, j'achetais de la bouffe, j'allais au gym, j'allais sur le terrain. Et ça, il l'a fait pendant plusieurs années. Donc, ça témoigne, comme tu le mentionnes, un petit peu les sacrifices qu'à un certain point, tu dois faire si tu veux passer professionnel. C'est assez intense, tout ça. Oui, vraiment. Moi, j'avais 14 ans puis je savais que c'est pas ça que je voulais faire. Même s'il me l'avait proposé, j'aurais probablement dit non. J'étais pas assez bon pour me le faire proposer, là, mais c'était pas quelque chose qui m'attirait. Toi, ça s'est passé un petit peu plus tard. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on revient un peu à ton adolescence, tu parlais à 14 ans, les choses vont bien pour toi, tu joues au 3A, mais c'est pas comme si les dépisteurs des équipes du Québec ou de l'Académie t'ont déjà entouré
je pense que tu joues bien au FC Boisbriand, mais corrige-moi si je me trompe, tu ne rejoins pas le Centre national, tu ne rejoins pas les équipes du Québec. J'ai jamais fait l'équipe du Québec, j'ai jamais fait l'équipe nationale, jamais fait le Centre national. J'ai fait des essais de Centre national parce que chaque année, ils envoyaient les meilleurs du sport-études faire des genres d'essais, mais c'était le plus proche que j'ai été, donc j'ai jamais été dans cette gang-là. Mais au Jeux du Québec, j'étais deuxième gardien. Ouais. Donc ça, c'est sûr, ça part mal parce que c'est beaucoup là qui forment, qui identifient les prochains joueurs pour en U14, les équipes du Québec. Moi, j'étais deuxième gardien, j'ai joué deux matchs au Jeux du Québec, des matchs pas importants. Donc c'est sûr que j'ai pas été identifié. Puis en même temps, ça faisait 1 an que j'étais gardien. Là. Exact. J'avais pas le niveau du tout que, par exemple, un Maxime Crépeau, qui lui était le meilleur gardien du Québec à ce moment-là. Il jouait pour la Rive-Sud. Puis même génération que toi. Jeu du Québec, c'est au même Jeu du Québec, lui était pour la Rive-Sud, qui était une équipe très dominante. Moi, je jouais pour les Laurentides, qui on était en 2e division des Jeux du Québec. J'étais deuxième gardien de ça. Il n'y avait aucune chance que je me fasse repérer. Donc non, c'est ça. J'ai jamais été identifié. Même ma première année sport-études, j'ai été refusé. Wow. J'avais appliqué parce que tout le monde à Boisbriand voulait aller au sport-études. On était une bonne équipe. La plupart ont été acceptés, mais moi, j'ai été refusé. Donc, il a fallu que j'aille dans une autre école, puis je me suis réessayé en secondaire 2, puis j'ai été finalement accepté. Mais c'est ça, jusqu'à ce temps-là, j'étais vraiment borderline pour faire l'équipe. U2 à 3. Bien sûr. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent être professionnels un petit peu plus tard, c'est simplement de se rappeler qu'il peut y avoir plusieurs chemins pour se rendre professionnel. Et c'est pas à cause que les choses ne décliquent pas, entre parenthèses, quand tu as 12, 13, 14 ans, qu'il ne pourra pas y avoir de déclic plus tard. Et parlons-en peut-être un petit peu du déclic. Toi, ça se fait vers 15, 16 ans. Ouais. Il y a Youssef Daha, ancien coach et gardien de but de l'Impact de Montréal. Si je me trompe pas, je pense qu'il est à Vancouver. Ouais. Maintenant, Youssef, t'avais invité pour des séances de travail assez intenses. Je l'ai vu un petit peu de loin, Youssef, quand il coachait certains gardiens aux équipes du Québec et dans différents entraînements. C'est intense, tout ça. C'est très différent de ce qu'on peut voir habituellement. 2 fois par semaine, tu expérimentais le haut niveau avec d'autres gardiens. Première fois que tu voyais une approche de la sorte? Vraiment. Un choc? Mais en fait, j'avais déjà travaillé quelques séances avec Youssef parce que lui, il habitait à Saint-Eustache, qui est proche de Boisbriand, proche des Laurentides. Donc, souvent, il coachait le sport-études, mais rarement. Donc, quand j'étais en secondaire 2, secondaire 3, il venait 1 fois par mois ou 2-3 fois dans l'année. Donc, il me connaissait. Bien sûr. Mais c'est ça qui a fait qu'il m'a invité. Il avait commencé un groupe performance, les meilleurs gardiens du Québec, selon lui, qui allait aller s'entraîner au Stade Saputo 2 fois par semaine avec lui comme coach. Donc, il essayait de faire quelque chose, une genre d'académie gardien performance avec tous les âges. Puis, il y avait évidemment Maxime Crépeau qui était dans ce groupe-là aussi. Puis ça, c'est la première fois que je m'entraînais à un niveau aussi élevé avec des exigences 100% basées sur la performance. On va pas là pour s'amuser puis sortir avec le sourire ou on va là pour être meilleur quand on sort. Puis Youssef a quand même une technique très définie. Ouais. Donc, il te casse un peu, Youssef, dans sa manière d'approcher les gardiens. Il faut que tu te moules à sa technique. Il n'accepte pas beaucoup la différence. Il y a plusieurs techniques. Ça m'a été reproché un peu plus tard d'avoir une technique trop robotique parce que Youssef, c'est un peu ça. C'est une recette. Puis il parlait souvent de son pâté chinois. Lui, il nous donne le steak blé d'Inde patate. OK. Puis si on veut ajouter un peu d'épices, après on peut. Mais le steak blé d'Inde patate, il est non négociable. Non négociable. Parle-nous un peu du steak blé d'Inde patate. Je serais curieux d'en apprendre plus. Par exemple, lui, il parle du chaudron. Donc, mettre les mains devant ici. Donc, à chaque fois qu'il y a une frappe, de mettre les mains devant. Puis c'est comme si on avait un gros chaudron dans les mains. Donc, ici. Donc, la plupart des gardiens vont se placer un peu plus sur le côté ou même se tenir les shorts. Donc, lui, c'était vraiment, s'il y a une frappe, si un joueur lève le pied, main devant ici. Donc, ça fait que quand tu tournes les mains, tu peux faire ton W ici. Puis tu peux venir chercher le ballon. Là, il y a une table, mais tu peux venir chercher le ballon en bas pour ce que lui appelle la niche. Donc, juste pour être certain, pour les gens qui nous écoutent à l'audio, allez écouter cet épisode sur YouTube. On a plusieurs visuels que Jason continue de donner. Mais excuse-moi, continue. Donc ça, on voit un petit peu ses débuts. Quelles sont les autres techniques non négociables avec Youssef? C'est beaucoup dans les entraînements, ça va être des choses qui sont prédéterminées. Donc, ça va être, par exemple, OK, tu fais 3 comptes, tu arrives au bout, prise de balle, plongeon à droite, tu te relèves, plongeon à gauche. Ou petite course, tu sautes par-dessus une haie, plongeon à gauche. Donc, c'est des choses que tu sais avant de commencer l'exercice, qu'est-ce que tu vas faire. Donc, c'est un peu, il y a un peu d'anticipation là-dedans parce que tu sais où le ballon va. Donc, tu pars souvent même avant le ballon. Donc, ça fait que tu as une technique
exceptionnel pour cet exercice précis-là. Ouais. Mais c'est pas nécessairement ça qui va arriver en match. Donc ça c'est un peu la critique que j'ai eue plus tard quand j'étais à l'Impact avec Joël Batz, qui avait une technique d'entraînement beaucoup plus... tu rentres dans le but, je vais t'envoyer des ballons, ça peut être à gauche, ça peut être à droite, ça peut être un ballon aérien, ça se peut que pendant que t'es pas prêt, je te donne un petit ballon, faut aller le chercher. Donc c'est beaucoup plus dans la réaction que dans quelque chose de robotique ou de prédéterminé. Ouais. Donc, mais pour moi, ça a été vraiment bénéfique parce que ça me prenait ce cadre-là. Tu sais, j'étais pas justement dans la culture soccer. Fait que ça me prenait exactement, voici ce qu'il faut faire. Puis on devenait tellement bon à ces exercices-là, tellement bon à attraper un ballon ici, juste sur le côté de la tête et tomber, que on a eu Jérémy Janot, qui est un gardien français professionnel. Il joue à Saint-Étienne. Il est venu s'entraîner avec nous. Puis honnêtement, aux exercices de UCF, on était meilleurs que lui. Là, parce que nous, on les avait fait plusieurs années. On les faisait tellement bien. Il était tellement impressionné par notre technique immaculée. Là, on attrapait des ballons tellement forts que je pense que n'importe quel gardien dans le monde vraiment viendrait faire cet entraînement-là. Il n'aurait pas été meilleur que nous. Oh wow. Donc, mais après, c'était à ça qu'on était bon. Fait qu'on n'était pas les meilleurs gardiens du monde. Mais à ça, aux entraînements UCF, on était vraiment bons. Puis ça nous donnait le feeling, justement, de performer, d'être bon. Il n'y avait pas beaucoup de leeway. De marge de manœuvre, littéralement. De marge de manœuvre. Si tu faisais une erreur, c'était vraiment grave. Donc, tu étais mieux de te concentrer pendant tout l'entraînement et de le faire correctement, avec une bonne attitude, avec de l'énergie. Il n'y avait pas de jour off, pas de set off. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment d'avant. Puis qu'il a fallu que j'apprenne, des fois à la dure, parce qu'il criait beaucoup aussi. Ben oui. Moi, je me rappelle, il y a beaucoup de gardiens de but avec Youssef qui... Le terme que je vais utiliser n'est peut-être pas nécessairement le bon, mais c'est juste pour donner une image un peu aux gens qui avaient un choc, là, un certain traumatisme, les premiers entraînements. Après, bien entendu, tu connais le personnage, mais il faut lui donner Crépeau, toi, Jason. Est-ce que Jonathan travaillait avec Youssef aussi ou Youssef était déjà parti? Jonathan trop jeune, mais Evan Bush, je pense qu'il Evan Bush travaillait avec Youssef. Il donnerait une grosse partie de son succès à Youssef parce que quand il est arrivé à l'Impact, il était, je pense, 4e ou 3e gardien. Il arrivait de l'université, un gardien très moyen. Puis là, il a tranquillement travaillé avec Youssef pendant plusieurs années. Puis il est devenu un des bons gardiens de la MLS. Bien sûr. Carrière exceptionnelle qui joue encore. Donc, je pense que lui aussi a été beaucoup influencé par Youssef. Donc, pour moi, ça a été mon... Bon. D'ailleurs, comment il t'a dépisté? Comment il a fait pour te découvrir? Parce que là, tu mentionnes que tu es deuxième gardien de but, que tu n'es pas nécessairement dominant. Il t'invite ultimement à des entraînements avec les meilleurs gardiens du Québec. Quel a été le moment où est-ce qu'il t'a découvert? Ben c'est ça, c'était au sport-études. Lui, il venait une fois de temps en temps. Puis je pense qu'il a aimé mon attitude. T'sais, c'était pas nécessairement mon talent ou il pensait pas que j'étais... Mais l'attitude que j'avais je venais avec les yeux grands, puis je faisais exactement ce qui était demandé, puis je le faisais de mieux en mieux. Puis j'ai jamais vraiment chialé dans le monde du soccer. Là. J'ai jamais été c'est trop difficile ou c'est. Fait que je le faisais exactement ce qui était demandé. Puis mon amélioration était quand même fulgurante là, dans ces années-là. Donc, je pense qu'il a vu ça. Puis il voulait un gars comme moi dans son groupe. Donc, il m'a invité. Puis c'est vraiment là que j'ai passé d'un gardien 3 correct, là, ou bon, à peut-être que je peux intégrer l'académie, peut-être que bien sûr. Il y a plus. Fait que c'est là mon premier contact avec la haute performance, là, je le dirais. Là. Fait que wow. Ça a été un gros déclic pour moi. On va essayer de l'avoir sur le podcast Youssef quand il viendra pas tellement loin, parce qu'il a impacté beaucoup de gens. L'année suivante, vers 2010-2011, finalement, après les entraînements que tu auras fait avec Youssef, après la dynamique s'installe dans le 3, tu intègres l'Académie de l'Impact, maintenant connue sous le nom de l'Académie du CF Montréal. Là, il y a des entraînements tous les jours, niveau très élevé. Fait cocasse, je t'entendais dire ça. T'es finalement payé? Oui. 34$ aux 2 semaines. C'est mon premier chèque. Ça a été un chèque de 34$, donc je pense que c'est comme on était payé. C'est significatif. Je pense que c'était quelque chose comme 50$ aux 2 semaines, moins les charges. Puis fait que là, j'avais eu
34 mais 34 justement, c'était pour juste pour dire qu'on était ça commence. Sous contrat. Exact. Puis ça, faut pas le dire à la NCAA parce que j'avais pas le droit d'être payé avant d'y aller. Fait que ça, quand il y avait la colonne, avez-vous déjà été payé pour faire du sport? Non. Bon, il n'y a personne qui vérifie. Le montant était... Non, mais ça a monté, au fil des années, ça a monté à des montants significatifs. Là. Je pense que ma dernière année, j'ai fait quelque chose comme 6 000 à l'académie. C'est quand même, à 17-18 ans, c'est quand même significatif comme montant. Ben, exact. Donc, ça paye des petits... Tu peux pas travailler, évidemment, au Tim Hortons ou en même temps d'être à l'académie. Donc, ça nous donnait un petit peu d'argent de poche. Bien sûr. Mais ouais, donc ça, c'était... Moi, j'intégrais l'académie comme 4e gardien. Donc, le budget n'était pas... Bien sûr. Mais au moins, c'est de se dire, c'est un peu honorifique, on pourrait dire comme ça, de se dire, ça commence, c'est pour vrai. Donc, ce petit contrat-là. Et toi, ton arrivée, globalement, tu dis 4e gardien, mais comment tu t'acclimates à tout ça, là? Parce que là, il y a beaucoup plus d'entraînement. J'imagine que la cadence que tu voyais avec Youssef, c'est plus simplement 2 fois par semaine, mais là, c'est 7 jours semaine ou quasiment. Comment ça se déroule? Est-ce que tu sens que tu es à ta place? Au début, non. Surtout que dans les premières années... Au niveau de la qualité de jeu ou juste toi personnellement parce que tu ne te sens pas nécessairement à un endroit que tu te sens bien? Niveau qualité de jeu. J'étais pas assez bon quand j'intégrais ce groupe-là parce que c'est avant de signer ce contrat-là qui était ma saison U17, en U15, U16, j'allais m'entraîner avec l'académie qui était dans le temps l'attaque, mais il venait de changer de nom. Bien sûr. Mais c'était encore une équipe senior. Donc, il y avait des joueurs de 26, 28 ans. J'en avais 16 à peu près. Puis là, je venais m'entraîner avec les meilleurs joueurs avec qui j'ai jamais joué et qui ont 10 ans de plus que moi. Wow. J'étais pas là du tout. Là. C'était vraiment pas ça mon niveau. Physiquement, je me faisais brasser. Même au niveau de l'attitude, j'étais pas quelqu'un qui était très vocal ou qui démontrait, qui parlait beaucoup. Donc, je faisais mes affaires dans mon but, puis le monde en profitait un peu. Donc, il a fallu que je me bâtisse quand même une carapace et un caractère, que j'apprenne c'est quoi une équipe de soccer professionnelle, c'est quoi le genre de caractère qu'il faut avoir, c'est où les gens se font avoir, c'est quel joueur, quelle attitude qui est appréciée. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai fait très bien dans ma vie, c'est d'arriver dans un nouvel environnement, de l'analyser, puis de voir comment je peux avoir du succès dans ce nouvel environnement-là. Je pense que j'aurais pu faire ça dans un autre sport aussi. Bien sûr. Mais là, j'étais à l'académie, puis j'ai réussi. Puis justement, les niveaux étaient tellement hauts que tu n'as pas le choix de te ramener un peu plus proche. Je n'étais pas assez bon pour jouer les matchs avec eux à 16 ans, mais rapidement, tu te rapproches pour survivre dans ce monde-là. Dans ce cas-là, tu as du rattrapage à faire. Tu intègres l'académie en 2010-2011, donc tu as 17-18 ans. Mais là, en 2012, tu as eu une saison exceptionnelle. Puis avant qu'on en parle, j'aimerais qu'on parle peut-être des mois qui ont suivi ton arrivée, parce que si un an et demi après ton arrivée dans l'académie, tu es nommé joueur défensif de l'année dans le club, tu es même nommé, je pense, joueur de l'année de l'académie, quand Maxime a eu une blessure, ça veut dire que tu as fait beaucoup d'efforts, tu as sûrement travaillé encore plus fort que tout le monde. Le rattrapage a fonctionné. Oui, ça a été une année... on dirait que j'ai eu beaucoup de moments charnières, mais ça en était un autre. Là, le déclic, c'est quoi? Je pense de m'entraîner tous les jours avec Youssef. Okay. Parce qu'en 2018, Youssef a été passé des pros à l'académie. Donc, il avait amené un autre, c'était en 2012, donc première année MLS, Jesse March, qui est maintenant coach de l'équipe nationale, mais lui, il avait amené son propre coach de gardien. Donc, Youssef avait été descendu avec l'académie, donc je pouvais m'entraîner avec lui à tous les jours. Puis ça va me vraiment augmenter mon niveau incroyable. Puis là, cette année-là, comme tu as dit, Maxime a eu une grosse blessure à la Coupe du Monde U17. Ouais. Il y a un autre gardien qui était dans l'académie qui a été sorti juste avant la saison. Puis il y avait aussi mon très bon ami Samuel Dufort qui était là, que lui était 3e, un peu devant moi. Il était aux équipes du Québec, qui avait des petits problèmes de dos à ce moment-là. En tout cas, il ne pouvait pas jouer. Donc, premier match de l'année en CSL, qui était une ligue professionnelle, là, on pourrait dire un peu comme la première ligue du Québec maintenant. Donc, moi, je joue le premier match. Ça s'est super bien passé. Puis, justement, j'étais tellement comme stressé de jouer à ce niveau-là où je me sentais tellement chanceux de jouer à ce niveau-là que j'arrivais avec une attitude irréprochable de je peux pas dire que je suis trop bon pour être ici. Il fallait que je sois à mon meilleur pour survivre dans ce monde-là.
Donc, j'ai bien fait le premier match, j'ai bien fait finalement toute la saison. Puis même quand ça m'est revenu, même quand Max est revenu vers la fin de l'année, ben c'est moi qui ai fini l'année. J'ai gagné les trophées individuels, comme tu as dit. Wow. On s'est rendu en finale. On a perdu la finale de la CSL, mais j'avais un gros poids dans Bien sûr. dans ces succès-là. Donc, ça a été de loin, je dirais, l'année où j'ai le mieux performé. Wow. Puis c'est là que je me suis dit, peut-être c'est possible de signer pro à 18 ans, ce qui est vraiment tard pour dire... il y en a plein qui sont déjà pros à 18 ans. Mais ça fait juste 6 ans que tu es gardien de but. Oui, effectivement. Mais je pense qu'il y en a qui se disent un peu plus tôt, moi, je vais être pro, c'est sûr. Moi, c'était même pas vraiment une option. Je voulais juste être bon au niveau où j'étais. Puis je montais avec les niveaux. Puis là, je suis arrivé à 18 ans, puis je me suis dit, je suis pas loin. Fait qu'il y aurait peut-être un shot à donner, puis je vais essayer de trouver la meilleure manière de m'y rendre. Donc, pour donner un peu de contexte, 2010-2011, tu rentres dans l'académie. 2012, c'est la saison qui change tout de ton côté. Il y a eu des blessures, tu as saisi l'opportunité, tu es devenu joueur de l'année de l'académie, tu es devenu également un pilier excessivement important de l'équipe. Et bon, ce qui se déroule, c'est que tu commences à prendre du poids. Dans tout ce qui se déroule autour de toi, les gens commencent à te considérer. Commencent à te considérer comme quelqu'un qui, comme tu le dis, pourrait devenir un professionnel. Mais là, il y a également Maxime, qui, on le sait aujourd'hui, une carrière exceptionnelle. Il est gardien de Portland. Il a gagné le championnat avec LAFC il y a 2 ans de ça, si ma mémoire est bonne. Gardien de l'équipe canadienne, Maxime Crépeau, carrière exceptionnelle. L'Impact dit, on va vouloir signer un gardien de l'académie. Il y a Maxime, il y a toi. Avant qu'on discute de ce qui s'est déroulé, comment la dynamique entre vous deux s'installe? Parce que j'imagine à un certain point, vous devez bâtir une certaine amitié, vous voyez tous les jours, vous êtes des gars du même âge, vous devez avoir des passions similaires. Mais au-delà de cette amitié-là, il y a un poste en professionnel. Là. Comment ça se déroule, cette dynamique-là entre vous deux? Effectivement, je pense on était très, très proches dans ce temps-là. On se voit un peu moins aujourd'hui, mais dans ce temps-là, on était des très, très bons amis. Avec le troisième du trio, c'était Samuel Dufort. Donc, on était 3 gardiens de la même âge. Très bons amis, on se voyait en dehors du terrain. Ouais. Puis on s'entraînait vraiment fort ensemble, souvent avec Youssef. On se poussait... pour la dynamique, je pense que Maxime a toujours été un peu au-dessus. Donc, il ne se sentait pas nécessairement en danger. Mais là, cette année-là, où il a été blessé pendant 1 an, puis évidemment, ton niveau baisse. Moi, mon niveau a beaucoup augmenté. Là, je pense que c'était proche. Donc, évidemment, il y avait une rivalité dans le sens de les deux, on voulait signer. Mais comme gardien, on fait le mieux qu'on peut, puis c'est pas nous qui décide à la fin. Là. Est-ce que tu sentais que Maxime sentait qu'il allait devenir pro? Est-ce que c'était une ambiance dans le club qu'on voyait que c'était simple? Je pense que c'était évident. Peut-être que c'était moi qui me faisais des idées, là, mais je me disais, crime, dans la dernière année, j'ai été meilleur que lui, étant donné qu'il était blessé. Ça se pourrait, mais je pense que je le savais à l'intérieur, mais ça avait même été dans des journaux, ils vont signer un gardien, il y a aussi Jason Beaulieu. Fait, tout d'un coup, j'étais dans la conversation. Ouais. Donc, quand ils ont signé, c'était pas une surprise parce que c'est écrit dans le ciel depuis même des années. Il était à la Coupe du Monde U17, un gardien d'équipe nationale. Ouais. Les clubs veulent le garder, il y a une certaine valeur à ça. Donc, j'étais pas surpris, mais le fait d'être mis dans cette conversation-là, je me suis dit, ça se peut que j'aurais, si l'opportunité était là, j'aurais pu jouer pro. Donc là, c'est là que j'ai commencé à penser à comment je pourrais jouer pro. Parce que c'était pas à l'Impact, clairement, parce que Maxime était là. Souvent, tu veux un plus jeune gardien qui peut prendre la relève d'un gardien plus expérimenté. Donc, il n'y aurait pas eu 2 gardiens de 18-19 ans. Ouais. Donc, c'est là que je me suis dit comment je peux faire pour jouer pro. Puis c'est là que l'idée de l'université américaine est arrivée. Puis on va en parler dans quelques minutes, mais avant de parler de l'université, comment tu te sens quand il reçoit son contrat? Est-ce que c'est différents sentiments, un sentiment de t'es content pour ton ami, mais d'un autre côté, ils vont pas en signer 2, des gardiens. Donc, comment tu te sens à ce moment-là quand il reçoit le contrat après que tu aies eu une saison exceptionnelle? J'étais déçu, peut-être même un peu d'injustice aussi, dans le sens que c'est une signature beaucoup plus basée sur le nom que sur
les performances de la dernière année. Exact. Donc, dans ma tête de 18 ans, j'étais, je le méritais aussi. Mais je pense que c'était une signature logique. Ouais. Il a été bon à Montréal et à Ottawa, puis là, ça l'a amené à Vancouver où il était très, très bon et que ça l'a amené à LA, puis là, c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue. Là. Donc, il fait une très belle carrière. Je pense pas qu'il va probablement être le premier gardien de la Coupe du Monde en 2026. Je pense pas qu'on peut dire que c'était un mauvais choix. Non, c'est clair. Ou que c'était volé du tout. Mais à 18 ans, quand tu es aussi proche d'un objectif aussi gros, je dirais pas un rêve, parce que c'est pas quelque chose que j'avais pensé avant, mais tout d'un coup, c'est un objectif qui pop. Puis tu le vois au bout de tes doigts. Ouais, exact. Tu dis, finalement, quand j'étais jeune, c'était impensable. Et là, tu arrives à un moment que c'est pas tellement loin et qu'il y a des gens autour de toi qui reçocette des contrats aussi. Oui, ben c'est ça. Il y a plusieurs. Anthony Jackson a signé, Carl Ouimet, Vandril Lefebvre. C'est tous des joueurs de cette équipe-là qu'on est allé en finale de la CSL. Donc, pourquoi pas moi? Bien sûr. Parce que j'avais été nommé meilleur joueur de cette équipe-là. Donc, si eux signent, je suis dans le même groupe. Donc, c'est là que je me suis dit, je vais essayer le parcours soccer, je vais l'essayer. Je vais y aller. Ça a toujours été, OK, j'essaie d'être là, j'essaie de m'amuser, mais là, je vais y aller. C'est quand même incroyable qu'à 18 ans, c'est là que tu as cette révélation-là. Beaucoup de joueurs, souvent à 18 ans, c'est là que le rêve arrête. Ouais. C'est là un peu que le rêve commence. C'est vrai. Donc, c'est pour dire un peu, et on le ramène aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a deux galaxies entre le joueur de 13-14 ans et le joueur de 18 ans. C'est-à-dire que si tu es bon à 13-14 ans, mais que tu ne maintiens pas la rigueur, ça se peut que tu ne sois jamais professionnel. Puis d'un autre côté, si tu es un petit peu derrière à 13, 14, 15 ans, mais que tu as une rigueur puis tu as une discipline beaucoup plus intense que tout le monde, c'est là que tu peux devenir professionnel. Ça a été ton cas. Ouais. Ça a été également le cas d'Anthony. Anthony a eu des hauts et des bas. Anthony Jackson, à 15-16 ans, il a littéralement été coupé d'une équipe 3A. Ouais. Puis 3 ans plus tard, il était professionnel avec l'Impact de Montréal. Sans dire non, quand même. Sam Piette aussi, à 12, 13, 14 ans, il était pas dans les meilleurs du Québec du tout. James Pantemis, il a intégré l'académie, je pense, à 17 ou 18 ans. Donc, il y a beaucoup d'exemples de jeunes qui arrivent tard. Puis moi, dans mon parcours, j'ai vu très peu de corrélation entre le talent à 12-13 ans et à 18 ans. C'est sûr. Il y en a qui étaient bons à 12 ans et à 18 ans, mais il y en a aussi qui étaient bons à 18 ans qui n'étaient plus là à 18 ans. Il y en a qui n'étaient pas là à 12 ans, qui étaient là. Donc, c'est un peu presque aléatoire, mais c'est beaucoup plus basé sur qu'est-ce que les joueurs ont fait entre 12 et 18 ans que le niveau de base à 12 ans. Ouais. Donc, ça, c'est souvent un message. Je coach les gardiens encore, là, donc là, je le dis souvent aux joueurs que je coach qui... Des fois, ils ont 10 ans et qu'ils sont gardiens de but, puis ils sont je joue pas assez, mon équipe a perdu, puis moi, j'étais même pas gardien à cet âge-là. Donc, ils ont déjà une grosse longueur d'avance. Bon, Maxime reçoit le contrat. Malheureusement, tu ne le reçois pas en 2012. Et il y a un environnement un petit peu bizarre qui se déroule au club parce que l'année d'après, vous n'avez pas de saison. Il y a comme une transition un peu qui s'installe avec l'académie et vous vous entraînez, certes, mais il n'y a pas de saison spécifique. Et là, l'année d'après, on arrive en 2014, tu prends une décision, celle de quitter pour aller aux États-Unis, à l'université. Question pour toi, avant qu'on décortique un peu ce qui s'est déroulé au Nouveau-Mexique, c'est là que tu as étudié. Aller dans un autre club, ça ne joue pas en tête. Tu es avec l'académie, tu as été un joueur important. Est-ce qu'aller avec un autre club, c'est quelque chose que tu considères? Mais encore là, ma culture soccer était tellement pas si développée qu'aller dans un autre club, le seul autre club que je connaissais un peu, il y avait Toronto. Ouais. Mais en même temps, est-ce que j'étais... j'avais une bonne saison à Montréal, mais j'étais pas à la Coupe du Monde. C'était pas... Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, si tu dis que ta culture soccer ou ta culture foot n'est pas tellement développée, d'où provient l'idée de vouloir aller aux universités américaines? Parce que, juste pour situer les gens, quand tu vas aux universités américaines, c'est toi qui fais les démarches, là. Ouais. Tu fais des vidéos de tous tes entraînements, tu démontres tes habiletés,
tu envoies ça à plusieurs universités partout aux États-Unis. Donc, c'est toi qui fais les démarches. Donc, même si tu me dis que ta culture n'est pas tellement développée, tu as quand même cette réflexion-là de se dire, il y a cette opportunité-là devant moi, là. Oui, ça a été présenté par un prof au cégep. Donc, c'est pas quelque chose que je connaissais depuis longtemps, que je me disais, OK, si je m'entraîne bien, je vais me faire des vidéos, puis éventuellement, c'est vraiment cette année-là, U19, que j'avais 19 ans, donc je finissais le cégep. Donc là, je pensais à l'université, mais en même temps, l'année d'après, l'académie allait jouer en USL. C'était le début du FC Montréal. Donc là, USL, ça veut dire prendre l'avion à Tampa Bay, jouer à gauche, à droite, être professionnel, dans le fond, mais avec des montants d'argent assez dérisoires là, qu'on m'avait à faire. Donc là, je me dis, est-ce que je vais lâcher l'école pour jouer pour quelques milliers de dollars dans un environnement, tu sais, que je sais qu'il y a un autre gardien de mon âge pro, que probablement ça va même être lui qui va venir jouer les matchs du FC Montréal, un peu comme troisième gardien des pros. Donc, c'était un environnement que je me voyais plus avoir du succès là-dedans. Fait que j'en parlais souvent avec c'était un prof de cégep, c'était un genre de cours d'éducation physique. Puis il s'intéressait à il me disait comment ton match de la fin de semaine a été, puis on s'en parlait. Puis je disais ça, tu sais, je me sens pas bien, je sais pas où ça s'en va où. Puis lui, il m'a dit, il a fait track and field aux États-Unis, en Oklahoma. Puis il a dit, c'est la meilleure place pour faire ton école et ton sport au plus haut niveau. C'est un peu ça que j'exprimais. Tu sais, je disais, je voulais pas lâcher l'école et je voulais pas lâcher le soccer non plus. Ouais, le meilleur des deux mondes. J'ai la solution pour toi. Va aux universités américaines. Il m'a dit un peu comment que ça fonctionnait, que tu trouves des emails, puis t'envoies une vidéo et une lettre de présentation avec ton CV. C'est pas sûr. J'ai envoyé il me semble que c'était comme 200 coachs. Donc, je suis allé sur NCA.com, j'ai trouvé la liste des meilleures équipes. J'allais sur le site de l'équipe, je trouvais les emails de coach. Je me suis monté un très gros dossier de coach, puis j'ai envoyé quelques courriels personnalisés à certains coachs, mais en général, c'était un gros courriel avec tout le monde en CCI pour pas qu'il... La bonne vieille technique du email froid, directement. Ouais. Puis c'était bonjour coach, puis je partais mon email. J'avais fait un vidéo au parc avec mes amis, parce que j'avais juste 2 matchs de filmer. Dans ce temps-là, c'était un peu moins commun de filmer les matchs. Donc, j'avais la finale de la CSL, que j'avais quand même quelques bonnes séquences. Et on avait joué un match contre Haïti, un match amical. Que ça, c'était dans un stade avec 13 000 Haïtiens qui étaient venus voir jouer leur équipe nationale. Donc là, les images, ils paraissaient bien. T'sais. Ça, c'était des belles images pour mon vidéo. Mais c'était pas assez de séquences. Ça me faisait une vidéo trop courte. Donc, avec des amis, on est allé au parc, puis j'ai demandé à une amie que j'avais au cégep de venir nous filmer pendant 2 heures. Puis je faisais des arrêts, puis j'ai monté un genre de vidéo. Il est sur YouTube encore. Là. C'est ceux qui veulent aller voir ça, mais je dirais pas que c'est quelque chose à copier parce que c'est un peu boboche, là, finalement. Mais ça a fonctionné. Mais OK, décortiquons le tout ensemble. 200 coachs environ à qui t'envoient des emails. Combien tu as de réponses? Je dirais à peu près 30-40. 200 coachs, il y en a là-dedans que c'est les 2 coachs de la même école. Fait que j'ai peut-être 30-40 réponses, mais beaucoup, c'était voici notre ID Camp. Inscris-toi puis viens faire des essais, dans le fond. OK. Donc ça, automatiquement, c'était une réponse automatique que je savais que c'était pas très... Bien sûr. C'était pas une bonne réponse. Mais il y en a à peu près 10 que là, c'était vraiment un contact plus... merci beaucoup. C'est un contact un peu plus personnel. Formel, bien sûr. Là, il s'appelle un gardien de l'académie, une académie MLS, 6 pieds 4. C'est peut-être intéressant. Donc, j'ai fait 2 visites. Une à VCU, Virginia Commonwealth, que j'ai aimé campus, mais pas plus que ça. Je suis allé faire des essais à Connecticut aussi. Donc, ça, c'était bien, mais je pense pas qu'il y avait trop d'intérêt. Ils ne m'offraient pas une full scholarship. Donc là, j'avais pas encore trop de décisions. VCU m'intéressait. Puis finalement, New Mexico est arrivé vraiment tard dans le processus. Lobos, c'est ça? Oui, les Lobos de New Mexico qui n'existent plus aujourd'hui. L'équipe de soccer, ils ont coupé l'équipe. Effectivement. Ça, c'est vraiment plate. Peut-être 2 ans après que je sois parti. Donc, eux, ils venaient de faire le Final Four aux États-Unis. Là. Donc, comment ça fonctionne? Il y a 203 équipes en Division 1. Puis tu joues une saison de 18 matchs à peu près. Ils font un classement avec des coefficients. C'est super compliqué. Là, il y a un tournoi national. Il me semble que c'est 36 équipes qui font le tournoi national. Puis ils sont rendus en demi-finale de ça. Mais demi-finale sur 203 équipes, c'est difficile. Là, c'est rare. Donc, quand eux ils ont fini leur saison, qui a fini plus tard que les autres, à mi-décembre. Puis là, en janvier, ils m'ont contacté. Ils ont dit on aimerait notre gardien senior qui vient de jouer la demi-finale.
gradue. On aimerait savoir un autre bon gardien qui arrive. Donc, je suis allé visiter, là, je pense, au mois de février-mars, puis c'était signé pour commencer en juin. Wow. Donc, c'était assez dernière minute. Mais la visite que j'ai fait là-bas, là, c'était exceptionnel. Est-ce que tu reçois, et on utilise le terme en anglais, un full scholarship pour ça? Oui, c'était ça. Mais je pense que je l'avais écrit dans mon courriel. Il faudrait que j'aille le relire, justement, ce courriel-là. C'est un non négociable, sinon tu ne peux pas y aller. Exact. Ici, au Québec, je n'ai pas fait de budget pour aller à l'école. Là, ça coûte on parle de centaines de milliers de dollars quasiment sur 3-4 ans. C'est ça, il me semble que c'était quelque chose comme 35 000 par année. 3-4, on fait le calcul. C'est sûr que non. Là. Il y avait plusieurs écoles qui offraient des demi-scholarships, mais je peux pas. Il faut que ça soit un full ou je viens pas. Puis là, je me suis qualifié pour des bourses académiques, donc ça allait aider l'équipe parce que les équipes ont 10 scholarships séparés. Fait qu'ils peuvent donner un quart à un, une demi, une full. Mais donner une full à un joueur, il n'y en a pas tant que ça. Donc, quand tu te qualifies pour des scholarships académiques, ça les aide. Donc, peut-être qu'il y avait ça aussi. Ils ont vu que j'avais des bonnes notes. Ils se sont dit, ils n'ont pas besoin de me donner un full scholarship. C'est comme un peu des salaires. Ouais. Fait que, ils vont me donner juste un moitié. Fait que je vaux la peine à une moitié. Peut-être qu'ils auraient donné la full de toute façon, mais le fait que j'avais des bonnes notes, ça m'a beaucoup aidé. Bien sûr. Puis j'ai décidé de partir sur un coup de tête. Ça a été assez émotif quand même. Là. On dirait tout déboulait. Je savais que c'était la bonne décision, mais en même temps, je quittais ma maison familiale pour la première fois. J'allais dans un environnement que je connaissais pas, dans une langue. Je parlais déjà bien l'anglais. J'ai un peu d'anglais dans ma famille, mais je n'étais pas complètement bilingue. Donc, partir New Mexico, c'est pas le Vermont. Là. C'est complètement différent. C'est un monde complètement différent avec des buildings différents, des rues différentes, une culture complètement qu'on ne connaît pas dans le nord-est. C'est la beauté de tout ça. Oui. J'avais l'impression vraiment de partir à l'étranger, de vivre une expérience de vie dans le milieu du désert. Wow. Moi, dans les bonnes années de ma vie là, que j'ai beaucoup aimé, dans le sens que tout était nouveau, tout était stimulant, on était bien traités, les installations exceptionnelles. Et parlons-en des installations. Il y a Isabelle Morneau et Patrice Bernier qui viennent sur le podcast, sont une génération différente. Donc, eux n'ont pas connu ce que tu as pu voir à l'Académie de l'Impact. Ont vécu l'université américaine. Quand ils arrivent là-bas, c'est le choc. C'est donc bien professionnel ici. Les installations sont sophistiquées. Les entraînements, c'est un autre niveau. Tout est incroyable. Toi, comment tu vois le tout? Parce que, bien entendu, tu as quand même senti l'infrastructure quasi professionnelle avec l'Académie. Est-ce que c'est un choc ou ça suit un peu ce que tu as vu avec l'Académie? Non, c'est très différent. Là. Je pense aujourd'hui, l'Académie, c'est mieux. Ils ont le centre Nutrilait, ils ont des installations assez professionnelles. Mais dans le temps, on s'entraînait sur des terrains dehors. Là, Saint-Jean-Vianney, il y avait un vestiaire dans... C'était rien de professionnel du tout. Là. Puis là, j'arrive à New Mexico, que c'est un campus sportif avec tous les terrains, tous les vestiaires, les gyms, des buildings. On avait notre propre vestiaire avec nos plaques, nos noms. Il y avait des Xbox partout, il y avait des gros télé 60 pouces. On avait notre propre set de vélo stationnaire, bain de glace. C'était quand même... un autre niveau. Le budget presque illimité, meilleur que beaucoup d'équipes professionnelles. Fait que d'aller là-bas, c'était un choc au niveau de l'organisation. Tout était fait pour notre performance. Il y avait ça un peu qui était différent de l'Académie aussi. Là. J'ai l'impression que l'Académie, c'était beaucoup soccer, mais tout ce qui était autour était un peu laissé aux joueurs. Là, tout était contrôlé pour nous. Même bouffe, on mange sur le campus. Avant les matchs, c'est bouffe en équipe. C'était vraiment performance au maximum, contrôle ce que tu peux contrôler au maximum. Programme de gym vraiment intense. Pré-saison les plus difficiles que j'ai jamais fait de ma vie. Fait que c'était un choc, ça aussi, là, d'arriver là-bas puis de devoir travailler aussi fort en dehors du terrain. Sur le terrain, je savais que j'étais capable de travailler fort, mais là, c'était tout le temps. C'était serrer les mains, arriver sharp à l'entraînement. En gros, on te bâtit pour que tu deviennes un professionnel. Là. C'est ça qui se déroule ici. C'est souvent ça qu'ils disent, là, c'est que oui, on crée des joueurs professionnels, mais on crée surtout des hommes. La plupart ne vont pas jouer pro, donc on crée des gens qui vont avoir du succès dans leur vie en général. Donc, c'est un peu ça l'objectif là, de créer des hommes complets. C'est ça, exactement. Et bon, tu joues
à l'Université du Nouveau-Mexique de 2014 à 2017, 69 matchs au total. Si tu avais à nous nommer 3 moments, des anecdotes qui ressortent un petit peu de tout ça, qu'est-ce qui te viendra en tête? Je peux en parler brièvement, mais mon initiation a été quand même... Honnêtement, c'était une journée que j'ai beaucoup appréciée. Wow. Ça faisait quelques semaines que j'étais là. Et là, il y a une journée complète d'initiation. Je n'irai pas dans les détails des activités. Mais c'est le feeling d'intégrer l'équipe pour vrai. Parce qu'après, il y a un climax pour qu'à la fin, tu fais maintenant partie de l'équipe puis on part dans la saison ensemble. Ça, j'avais vraiment été presque émotif ou je suis content d'être dans l'équipe. Fait que ça avait parti super fort pour moi. Des choses que je connaissais pas, là, d'être avec une gang de gars, une gang de boys, puis on est sur un campus universitaire. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas de contrôle. Tout le monde habite avec des colocs, puis on a du fun ensemble. Puis on bâtit une cohésion d'équipe qu'on va avoir une bonne saison ensemble. Ça, j'avais beaucoup aimé. Puis ensuite, mon premier match, c'était contre UCLA, qui est une des plus grosses écoles aux États-Unis, qui dans ce temps-là était classée numéro 1, équipe numéro 1 aux États-Unis de soccer, et ils jouaient chez nous. Donc, la manière que ça s'est passé, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit que finalement, ça allait être le senior qui allait jouer les matchs. Il y avait un joueur de 5e année. Donc, moi, j'arrivais comme jeune, puis ils m'ont dit, tu joueras pas. Fait que là, j'arrive dans un autre pays, un autre environnement. Puis finalement, je joue pas les matchs. Donc, l'autre gardien, il joue le deuxième match, prend un carton rouge. Donc, troisième match contre UCLA à la maison. C'est mon premier match comme partant. Puis il y avait 6000 personnes qui étaient là pour nous. Puis, avais-tu déjà joué devant autant de gens? Contre Haïti, il y avait 13 000, mais encore là, Haïti, c'était pour l'autre équipe. Nous, on était un peu les étrangers dans notre stade. Mais là, c'était pour nous. Puis aux États-Unis, le monde, dans les universités, sont très fiers dans leur équipe. Donc, il y avait une section étudiante avec un gros party qui crie sur l'autre équipe. Tous les jeunes de la ville, de l'État sont là parce qu'on est la meilleure équipe de l'État. Il n'y a pas d'équipe professionnelle. Donc, les jeunes, quand ils grandissent, ils veulent devenir un Lobos, puis ils viennent voir les matchs. Wow. Donc là, cet environnement-là, j'ai vraiment trippé, j'ai bien joué. On a perdu finalement, mais j'avais vraiment bien joué, ce qui m'a permis de jouer plusieurs matchs après. Mais ce moment-là, ça me dit, OK, je suis à la bonne place. Puis, le moment où l'autre gardien a pris un carton rouge, je suis sur le banc. Puis là, je mets mes gants, je me prépare. Puis là, le coach assistant, il a dit, tu t'as dit que tu voulais jouer, t'es venu pour jouer, vas-y, c'est là que ça se passe. Puis, comme ils disent en anglais, time to shine. Exact. Puis moi, j'ai été déçu de... Peut-être que j'aurais pas joué cette année-là s'il prend pas son rouge. Wow. Peut-être c'est lui s'il fait... Raison de combien de matchs environ? C'est ça, c'est à peu près 18 à 20 matchs, plus des matchs de série ou de coupe. C'est une bonne saison. Oui, mais c'est très court dans le temps. Là. C'est de septembre à décembre. Là. Fait que c'est assez court. Puis c'est souvent 2 matchs les fins de semaine. Donc, c'est très, très concentré. Cette année-là, on avait joué 21 matchs. J'en avais joué 11. Donc, on séparait un peu avec l'autre gardien. Ensuite, des gros moments, on a gagné notre conférence, ce qui nous a amené à jouer dans le tournoi national. C'est la seule fois qu'on a joué dans le tournoi national. Troisième année? Ma troisième année. Ouais. Mon année de junior. Donc là, on gagne notre tournoi conférence. On a un match à la maison. Encore là, il y avait 5 ou 6 000 personnes qui venaient nous voir. Un tournoi, un match NCAA qu'on a gagné. Donc l'anecdote, c'est qu'on est allé en pénalty, mais que c'est pas moi qui ai joué les pénaltys. Pendant le tournoi de conférence, on est allé en pénalty contre Kentucky, puis qui était une autre bonne équipe dans notre conférence. Puis le coach a décidé, c'est Ford, notre autre gardien, qui va dans les buts. J'avais tellement été choqué. Là, la manière que ça marche, c'est tu peux faire le changement rendu au banc. Fait que, moi, j'ai fini le match. 3 coups de sifflet, pénalty. Fait que c'est pas comme... Est-ce que c'est l'interview qu'on voit sur YouTube? Il y a une interview sur YouTube où on est 3. Vous êtes 3? Dont 2 gardiens. Et c'est ce match-là qu'on parle? Non, ça, c'est le match, le match NCAA. Donc, ça, c'est la deuxième fois qu'on était en pénalty. Mais il a fait la même chose. Parce que la première fois, il a arrêté 4 pénaltys sur 5, ou quelque chose comme ça. Donc, on doit lui donner... Il a vraiment bien performé. Il a pris une bonne décision. C'est une bonne décision, peut-être, parce que tous nos joueurs ont raté aussi.
On a trop comme 3 joueurs qui ont raté pour qu'il en arrête 4 sur 5. Il faut que nous aussi, on en rate. Puis lui, il avait une technique un peu particulière de comme il montrait d'un côté, il ramenait de l'autre côté, puis ça faisait paniquer un peu les joueurs. Il y en avait beaucoup qui mettaient à côté. Puis effectivement, il avait été bon dans les entraînements. On s'était pratiqué un peu, puis il avait été bon dans les entraînements. Fait qu'il l'avait mis. Puis j'avais été tellement fâché. Puis là, deuxième fois qu'on va en pénalty, je sais bien que c'est lui qui va y aller. Donc, je suis sur le banc, puis là, on gagne le match en pénalty. Tous les joueurs, on court vers Ford qui avait arrêté le pénalty gagnant. Donc, avec les 5000 personnes, les étudiants qui rentrent sur le terrain. Wow. Fait que ça a été vraiment un super beau moment là, de gagner à la maison un gros match avec les boys de l'équipe. Puis je dirais, mon dernier match aussi là, avait été assez émotif. J'imagine. Je savais que c'était la fin. Match de conférence, donc c'est élimination directe. On était, mettons, en demi-finale du tournoi de conférence. Si on perd, la saison est finie. On perd 1-0 sur un penalty à la 80e minute. J'avais joué un super bon match. J'avais été très actif. J'avais fait des gros arrêts. C'était 0-0 jusqu'à la fin. Là, le match fini. Puis je me dis, peut-être c'est mon dernier match. Je savais pas encore que j'allais jouer pro. Puis j'ai pleuré à chaudes larmes. Oh, wow. Quand il y a un joueur qui s'est tourné devant moi. Puis j'ai commencé à pleurer d'un bras. Puis j'ai pleuré en sortant du terrain. Pleurer jusqu'au vestiaire. Puis je me disais, c'était peut-être mon dernier match de soccer compétitif. J'étais pas sûr de signer pro à ce moment-là. Donc, Puis dans ce cas-là, c'est quand que ça devient clair pour toi? Parce qu'on va parler bientôt de ta signature avec l'Impact, mais j'imagine que le petit gars qui est devenu gardien à 12 ans, puis qui a eu une éclosion sur le tard, puis qui n'a jamais vraiment cru, puis qui a commencé à y croire à 17-18 ans, est-ce que tout ça devient de plus en plus clair? Est-ce que ça se matérialise quand tu es aux États-Unis? À quel moment tu sens que tu peux vraiment passer un cap puis devenir professionnel? En allant à l'université, le but, c'était de devenir professionnel. C'était ça un peu. Après mon année 18 où j'ai bien fait, Maxime signe. Année 19, c'était vraiment pas intéressant comme année. Je sais que je suis bloqué. Je voulais... Puis là, l'option de l'université américaine, c'était pour avoir mon diplôme, mais aussi parce que je voyais plein de joueurs qui se faisaient drafter en MLS, incluant par l'Impact. Il y avait un Brad Stuver qui joue à Austin maintenant. Il était drafté à Montréal. Puis il n'y avait rien d'exceptionnel. Nous, on le voyait comme à l'académie, puis on voyait ce gars-là pourquoi lui, il se fait drafter, puis il s'entraîne avec les pros, puis pas nous. Fait qu'on dirait que le côté américain était quasiment mieux que le côté académie. Parce qu'il y avait automatiquement un draft. Donc, si tu étais dans les meilleurs, tu te faisais drafter par une équipe MLS. Donc, le but, c'était de faire ça. Puis je pense que j'aurais été drafté. J'ai été assez bon. Tu sais, j'ai gagné beaucoup de prix de gardien de la semaine, gardien de l'année, gardien de la conférence. Donc, je pense que si j'avais été au draft, une équipe m'aurait drafté. Par contre, tu sais, il a fallu aller au MLS Combine, des choses comme ça. Vu que j'avais été à l'Académie de l'Impact, Montréal avait le droit de veto ou l'option de me signer avant les autres. Donc, c'est ça qui s'est passé. J'ai reçu... on a discuté longtemps avec... c'est quand que les appels comment? Direct après mon dernier match, je me suis pris un agent de joueur parce que à l'université, tu n'as pas le droit d'avoir d'agent de joueur. Je sais qu'il y en a qui contournent un peu, là. Mais donc là, je me suis pris un agent de joueur, un gars qui venait voir nos matchs, puis il a dit « je veux te représenter ». Je ne le connaissais pas vraiment. Puis là, il commence à parler avec Montréal. On commence à avoir des discussions, mais c'est l'année où Mauro Biello, Jack Stern, qui était l'entraîneur des gardiens, il y avait Yannick Girard aussi, je pense, dans ce staff-là. Tout le monde se fait renvoyer pour amener Rémi Garde et le staff français. Mais moi, Mauro Biello, il m'aimait bien. Jack Stern, il me disait pertinemment, pendant toute mon université, on s'appelait souvent, puis il disait, je veux te ramener après. Sauf que là, ils sont plus là. Là, c'est là que j'ai commencé à paniquer un peu de penser au Combine, penser à d'autres équipes, même en USL. Je vais-tu faire parce qu'il y avait des Combine USL aussi, je m'inscris-tu à ça? Puis là, Adam Braz, à un moment donné, m'a appelé. Puis il a dit... Adam Braz, okay. C'est Adam Braz qui était le directeur général, directeur sportif dans le temps. Donc, c'est mon dernier contact un peu avec le club, mais j'avais pas une relation privilégiée avec lui. On se connaissait, on s'était déjà serré la main. Puis il m'a dit, on a analysé ça avec le nouveau staff, puis on veut t'avoir dans l'équipe. Contrat semi-garanti. Ça m'a comme refroidi au début, là, que l'appel, qui aurait dû être un appel joyeux, puis
festif. Il me dit, on t'offre un contrat semi-garanti. Mais... Explique pour notre audience qu'est-ce qu'on veut dire par semi-garanti. C'est ça. Moi, quand il m'a expliqué, je ne savais pas. Fait que là, il me disait contrat semi-garanti. Fait que là, c'était comme un peu moi qui demande c'est quoi un contrat semi-garanti à Adam Bradds pendant qu'il m'annonce que je deviens pro. Fait que c'était comme, c'était pas une célébration. Puis le contrat semi-garanti que ça fait, c'est un contrat standard recrue MLS, c'est 4 ans, 1 an à la fois. Donc, à chaque année, le club a une option de ne pas te garder et l'augmentation de salaire est prédéterminée pour les 4 ans. Pas un très bon contrat parce que si tu exploses et tu es très bon, ben, tu es pris avec ce contrat-là pendant 4 ans. Mais quand tu es un jeune, ben, tu fais. Tu n'as pas le rapport de force. C'est ça, fait que tu fais avec. Mais l'option semi-garantie, c'était jusqu'à fin juin, ils pouvaient me couper. Donc là, est-ce que je vais au camp? Parce que, OK, donc, il te signe, mais il ne te signe pas vraiment encore. Il faut que tu viennes au camp, il faut que tu fasses tes preuves. C'est ça, c'est le même que je le voyais un peu. C'est comme un essai, dans le fond. Ils m'invitent au camp, je suis payé pendant le camp, mais ils peuvent arrêter mon contrat n'importe quand. Mais là, si je vais au camp et que je ne vais pas dans une autre équipe USL, eux vont avoir déjà leur gardien. Fait qu'il fallait que j'évalue à quel point ils vont me garder, ou est-ce qu'ils me prennent pour juste le camp. Puis tu peux pas négocier à ce moment-là. Hein? Toi et ton agent, vous n'avez pas des raisonnements de se dire on va peut-être aller au repêchage à la place, on ne prendra pas cette option-là? Mais en même temps, de venir jouer à Montréal, en même temps, je me suis dit, comme des technicalités, là, je vais le faire, puis on verra bien. Ouais. Puis je pense que qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que le staff, ce genre de règles-là, un peu MLS, là, un peu douteuses, ils les connaissent pas. Là. Eux, en France, t'as un contrat ou t'as pas de contrôle. Et là, c'était uniquement du staff français. Tout le monde était français. Puis il y a une pratique au camp. Est-ce que tu as fait ce calcul-là ou tu t'en es juste rendu compte? Non, mais je m'en suis rendu compte pendant que parce que Joël Batz, à un moment donné, est venu me parler, puis il m'a dit, ben là, Adam Bradds m'a demandé, est-ce qu'on te garde dans l'équipe ou pas? Est-ce que tu es sous contrat ou tu n'es pas sous contrat? Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'il y avait l'option que je reste pas ou qu'il fallait qu'il m'évalue. Il ne savait pas. Moi, lui, il pensait que c'était ça. Wow. C'était ça l'équipe. Puis, fait que peut-être. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Je dis, ouais, je suis contrat. J'ai un contrat. J'ai pas mis d'ambiguïté. Là. J'ai un contrat. Puis, mais en même temps, je pense qu'il voulait me garder. Il voulait m'avoir, mais cette inquiétude-là, tranquillement, au fil des semaines, est partie. J'ai fait vraiment la bonne décision de venir à Montréal. Tu as eu un bon finalement. camp. J'ai eu un bon camp. J'ai bien joué. J'ai pas joué de match. Ça m'avait déçu dans le camp. J'avais pas joué de match. Mais j'ai vraiment bien fait, je pense. C'est mon niveau. J'étais clairement au niveau pour jouer dans cette équipe-là avec Evan Bush qui m'aimait bien aussi. Là, on avait une bonne relation. Qui sont les gardiens à ce moment-là? Evan Bush? Clément Diop et James Pantemis. Donc, les 3 autres... Evan Bush était déjà là, mais les 3 autres, on a signé en même temps. Et Maxime Crépeau, à ce moment-là, était à Ottawa, c'est ça? Il venait de se faire prêter à Ottawa, exact. OK. Donc, 4e gardien. Bon. La signature se fait. Comme tu dis, en match pré-saison, tu ne joues pas de match spécifique. Comment qu'on aborde une saison en MLS quand on est 4e gardien? Est-ce qu'on a espoir de peut-être jouer? Est-ce qu'on voit le tout uniquement pour des entraînements? Est-ce qu'on demande quasiment un prêt? Comment tout ça se met en place? Moi, je suis venu peut-être un peu trop ambitieux en disant je vais faire ma place puis je vais peut-être jouer des matchs ou être 2e ou peut-être 3e. Tu sais, James est plus jeune que moi. Je l'avais vu à l'académie. J'avais l'impression d'être au-dessus à l'académie. Évidemment, tu sais, j'avais 18 ans, il y avait 16. Mais j'avais l'impression que je venais gagner ma place. Et je me suis rendu compte que l'ordre hiérarchique était prédéterminé. Peu importe les performances, c'était ça qui allait se passer. Donc ça m'a beaucoup déçu. Puis c'est la première fois de ma vie que je jouais pas à chaque semaine. Tu sais, dans toutes les équipes où je jouais, je me frayais un chemin pour jouer. Même en U17, tu sais, quand j'étais 4e de l'académie, je jouais quand même à Beaubriand. Donc ça, c'était la façon de jouer les matchs. Je jouais à Beaubriand comme 4e gardien de l'académie. Puis là, en U18, j'ai joué tous les matchs. En U19, j'ai joué tous les matchs. Fait là, de ne pas jouer de match, de juste m'entraîner, d'être tout d'un coup un gardien d'entraînement, comme tu dis, c'est pas quelque chose que j'avais fait avant. Puis moi, j'en ai eu plusieurs des gardiens avec moi qui étaient mon gardien d'entraînement en tant que numéro 1. Puis quand il y avait une mauvaise attitude ou il s'entraînait pas bien ou il donnait des mauvais ballons, moi, ça me fâchait parce que j'avais l'impression d'être on est une équipe pour le match. Mais c'est facile à dire quand c'est toi qui es dans la position, la bonne chaise. Quand c'est toi qui fais juste donner les ballons, puis tu t'entraînes, puis tu restes après l'entraînement pour les free kicks, toutes ces choses-là,
un petit peu moins intéressant. Fait que le moral avait descendu un petit peu de comme, OK, je suis content d'être pro, je suis content d'être dans ma ville, je suis payé pour jouer au soccer, c'est super. Mais en même temps, l'écart, ça agrandit. Ça, je le voyais vraiment. Là. L'écart entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas, bien évidemment, ça agrandit. Fait que l'année d'après, j'ai demandé un prêt pour ma deuxième année. Là. J'ai fait la première année, puis la deuxième année, j'ai demandé d'être prêté parce que je voyais bien que j'étais déjà un peu plus vieux. Là, j'avais 25 ans, 24, 25 ans. Donc, je voyais déjà qu'il fallait que je joue. Là. Je ne pouvais pas être à 24, 25 ans, un gardien, il faut qu'il commence à être dans son prime ou dans... Puis, donc, j'ai demandé d'être prêté. Je ne pouvais pas faire une autre année sans jouer. Avant de parler du prêt, juste pour être certain, quand tu arrives en MLS, je lisais que tu es surpris quand même du niveau. Là, c'est un niveau qui est très élevé. Plus élevé que ce que tu pensais? Oui, ben c'est sûr, il y avait des joueurs comme Nacho Piatti dans l'équipe. Ouais. Ça n'a pas rapport avec les joueurs de l'université. Là. C'est complètement ailleurs. Là. Complètement autre chose. Je pense que j'étais capable de faire... J'étais capable de jouer à ce niveau-là, mais effectivement, là, de jouer à l'université avec des jeunes, surtout à la fin, quand tu es le plus vieux, ben, tu joues avec des plus jeunes. Maintenant, jouer avec des vrais professionnels, il y avait un bon gap. Mais encore là, je suis parti... Moi, j'avais dans l'optique, partout où je suis allé, je commençais comme 4e, 3e gardien et je montais rapidement les échelons pour montrer que j'étais capable. Je pensais le faire encore. Je m'étais vraiment fait cette réflexion-là. Je voyais dans mon passé, puis je suis capable de le faire une autre fois. Donc, c'est ça mon... Même si le niveau était plus haut, on dirait que ça ne m'intimidait pas. Bien sûr. Tant que ça, j'étais capable de m'améliorer assez pour jouer à ce niveau-là. Et bon, l'année d'après, tu demandes un prêt. Mais en janvier 2019, il y a quand même un événement assez difficile qui se déroule. Tu as une blessure assez sérieuse au genou. Ouais. Ça va te tenir à l'écart quand même quelques mois. Et tu étais prêté au Fury d'Ottawa à ce moment-là. Comment la période se passe entre le moment que tu te blesses en janvier et le moment que tu reviens quelques mois plus tard? Est-ce que tu commences à avoir des doutes sur ta carrière parce que là, tu n'avais pas joué l'année d'avant? J'imagine que tu veux aller impressionner les gens au Fury d'Ottawa. Tu es absent. Comment ça se déroule dans la tête de Jason Beaulieu? En fait, le prêt, c'est moi qui l'avais demandé l'année d'avant et il avait accepté. Rémi Yard et Joël Batz avaient accepté de me prêter. Ils savaient que c'était ça la bonne chose pour ma carrière. Donc, j'étais super excité d'aller à Ottawa au mois de janvier pour faire le camp et faire l'année comme Maxime Crepeau avait fait. Et lui, ça lui avait permis de signer à Vancouver. Donc, je faisais un peu le même pattern. Ouais. Je vais aller à Ottawa, je vais gagner MVP, gardien de l'année, puis je vais signer à MLS ou revenir à Montréal. Donc, c'était ça mon objectif. Mais j'avais mal au genou depuis plusieurs mois. Dans la fin de ma première saison, j'avais mal au genou. J'ai fait plusieurs scans, plusieurs traitements de physio. J'ai vu plusieurs médecins. Ils avaient vu un kyste dans mon genou, mais ils pensent que c'est quelque chose d'assez commun. Beaucoup de jeunes ont ça, puis ça se développe pas. Et ils ne voyaient pas que ça se développait, donc ils ne pensaient pas que c'était ça. Mais j'ai vu un spécialiste, lui, il m'a dit mon kyste se développe, donc c'est une tumeur bénigne. Donc, c'est pas vraiment une blessure qui est arrivée sur le terrain, un contact. C'est quelque chose qu'il y avait dans mon genou qui allait se développer un jour. Puis, début vingtaine, apparemment, c'est assez commun que le monde a ça. C'est juste la plupart du monde ne sont pas athlètes professionnels, donc ça ne dérange pas trop. Mais moi, ça me dérangeait vraiment beaucoup sur le terrain. J'étais plus capable de sauter autant. Des squats, ça me faisait vraiment mal. Mon genou enflait. Donc, c'était vraiment dérangeant pour un gardien. Puis surtout... Tu ne pouvais pas jouer avec ça. Ben, je pouvais, mais j'étais trop douloureux. Un 50%, 80%. Puis c'est surtout la médecin que j'ai vue, elle m'a dit, il te reste à peu près 1 mm d'os, qui est la tumeur pousse de plus en plus. Fait que peut-être tu peux tenir 1 an ou 2, mais il va falloir une opération un jour, c'est sûr. Peut-être tu peux faire 1 année ou 2, mais si tu as un gros contact sur le genou puis que ça pète, ça se peut que tu ne marches plus de façon normale le reste de ta vie. Tu ne peux pas reconstruire. Fait que c'était un peu cet argument-là que au soccer, c'est des bonnes chances qu'il y ait un contact. Puis si maintenant que je sais ça, je peux plus jouer. Je peux plus aller au contact. Je suis un gardien assez agressif dans les... Je sors beaucoup. Je peux pas y aller en passant. Peut-être que c'est la fin. Je ne vais plus jamais marcher après ce contact-là. C'est clair. Fait que j'ai décidé de faire l'opération qui arrivait au moment où je partais à Ottawa. Même mon rendez-vous au médecin, c'était le jour que je partais à Ottawa. J'avais littéralement mes choses dans mon auto pour aller au médecin et ensuite partir à Ottawa.
Puis là, après le rendez-vous médecin, j'ai appelé Ottawa puis je disais, je vais peut-être arriver dans une couple de jours. Là, j'ai un pépin. Fait que là, j'étais allé pêcher avec un de mes amis sur la glace. Là, on avait parlé, puis j'avais pris la décision de pas y aller. Mais c'était vraiment, c'était dans les derniers jours. Là, je disais à tout le monde, je m'en vais à Ottawa. À Noël, j'avais dit, je m'en vais à Ottawa. Tout était annoncé. Fait que ça, c'était une énorme déception pour moi. Là, c'était mon breakthrough que je trouvais. J'avais trouvé une place pour jouer pro. Ouais. Puis là, ça s'est pas passé. Donc, l'opération au niveau du genou pour enlever cette tumeur-là, comme tu dis, elle tient à l'écart du jeu pendant combien de temps? C'était à peu près 8 mois, 7-8 mois. Je suis revenu sur le terrain peut-être fin juillet, puis comme je commençais à m'entraîner avec un ballon au mois d'août à peu près. Donc, c'est long, c'est vraiment long. Là. Surtout au début, c'est béquille. Après, c'est t'as plus de masse musculaire, t'as plus de mouvement. Fait que, bien sûr, il faut reconstruire. Ça, c'est les moments les plus plates de ma vie. Là. Parce que tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Je m'en allais à tous les jours au centre pour me faire mal, pour faire du gym un peu, mais du gym tellement faible, juste pour... Fait que c'était vraiment plate. C'est ma seule grosse blessure que j'ai eue dans ma vie. Puis là, peut-être au mois d'août, je commençais à me réentraîner, puis ils m'ont quand même prêté à Ottawa. Donc, je suis allé pendant quelques semaines, je pense 7-8 semaines, mais ça n'a pas été une très belle expérience. Là. De ce que je comprends, le coach, il savait pas t'étais qui. C'est un peu ça, mais tu sais, moi, j'arrive là, j'ai pas le niveau. Ça fait 2 ans, à peu près 2 ans que j'ai pas joué de match, 1 an que je me suis pas entraîné du tout. Fait, évidemment, j'arrive pas, puis je compétitionne avec des joueurs professionnels USL du premier coup. Fait que j'arrive, puis j'ai pas vraiment le niveau pour... Fait que lui, tu sais, il prend un peu la responsabilité d'un gardien en réadaptation. C'est sûr, c'est pas le fun pour lui, en pleine course aux séries pour son équipe. Ils ont un bon gardien, Callum Irving, qui joue encore en CPL. Ils n'ont pas besoin d'un autre gardien qui arrive. Donc, le coach, il n'est pas trop chaud à l'idée de m'avoir. Mais ça m'a permis de revenir à un niveau, tu sais, m'entraîner avec eux. Puis après, après 7-8 semaines là-bas, je me suis cassé le doigt. Tu te casses le doigt, ça n'a pas de sens. Donc, c'était un peu... en même temps, c'était un bon moment dans le sens... Tu sais, j'étais pas au top de ma forme de toute façon. Fait que je me suis cassé le doigt, je suis revenu à Montréal, je continué à faire de l'entraînement avec les pieds, mais... Fait que là, ça a parti à un autre off-season au complet. Tu disais à ce moment-là que c'est là que tout s'est arrêté, là. Ben, c'est là que je me suis posé des grosses questions. En tout cas, là, j'ai parlé beaucoup à des amis. Est-ce que j'arrête? Mais là, j'ai pas joué de match pro encore. Là. Fait que, est-ce que j'ai vraiment eu une carrière pro? C'est un peu ça que je me demandais. Je suis tellement proche, je suis là, ça aurait dû arriver. Mais si ça arrive pas, est-ce que je vais le regretter d'arrêter là puis que j'ai pas joué pro? Fait que c'est là un peu que j'ai décidé de continuer, mais en même temps, je trouvais pas de bonne option. Puis Halifax, qui est en CPL, m'ont contacté. Je trouvais ça que c'était une belle option. J'avais d'autres options, mais qui m'intéressaient pas tant. Mais là, d'aller vivre à Halifax, je sais pas pourquoi ça m'intéressait. Je trouvais que c'est une ville attirante et je trouvais le contexte du gardien là-bas jouable. Même avec moi qui n'a pas joué depuis longtemps, c'est un gars de la place. Je trouvais que c'était un gardien que je pourrais probablement battre et prendre la place de premier gardien en CPL. Donc, j'ai décidé d'y aller, puis ça a été une super bonne décision. Dans le sens, j'ai eu du bon temps à Halifax. J'ai finalement joué des matchs. Par contre, c'était la saison 2020 avec la COVID. Donc, on n'a pas joué beaucoup de matchs. Je suis arrivé là-bas, puis finalement, ça a été arrêté jusqu'au mois de juillet, août. Tu as joué 4 matchs cette année-là. C'est ça. On a joué 11 matchs au total. J'ai joué les 3 premiers de mon équipe. 2 nuls, 1 défaite. Donc, on jouait contre des bonnes équipes, mais un début mitigé. Pour moi qui n'avais pas joué, là, j'avais compté, ça faisait plus que 1000 jours que je n'avais pas joué de match. Donc là, ça commence à faire longtemps là, qu'il n'y a plus les automatismes. Mais je m'étais quand même pas mal tiré. Mais ils ont décidé d'y aller. On jouait contre Edmonton, qui était la moins bonne équipe du tournoi. Donc, ils ont quand même décidé de ramener l'autre gardien qui a fait un bon match, blanchissage. Puis là, ils ont continué avec lui. Donc, j'ai pas eu vraiment ma chance de rejouer. J'ai joué un match à la fin qui ne voulait rien dire. Donc, seulement 4 matchs. Ça s'est passé moyen, mais au moins, j'ai joué pro. C'était le check était fait. Et je me suis rendu compte avec la COVID, avec le fait que j'ai pas joué beaucoup, même cette année-là, même pas beaucoup d'entraînement, je suis rendu à 26 ans. Ben, les chances de revenir de ça à un niveau qui m'excite, ça veut dire MLS, parce que je voulais pas faire carrière en CPL, c'était à peu près impossible.
Donc, c'est un peu ça, là, je voyais le coût et le retour. Ouais. Le coût était trop grand et les chances d'un retour étaient trop petits. J'avais déjà pris la décision là, d'arrêter. J'avais moins de fun à jouer aussi. Bien sûr. J'imagine que la motivation part à un certain point. Tu n'as pas joué depuis 3 ans. Il y a des blessures qui s'accumulent. Tu es rendu un petit peu plus loin de chez toi. Il y a eu la COVID qui, j'imagine... Mon niveau était plus là, bien honnêtement. Là. J'avais plus le même niveau que j'avais entre... Mon gros pic, ça a été en 18 et 24. En 18 et 25 avant la blessure. Puis, j'étais vraiment plus là. Bon, physiquement, j'étais plus là. J'étais un gardien assez athlétique. J'étais capable de sauter assez loin, assez physique, chercher les ballons dans les airs. Puis, j'avais plus ça. Donc, qu'est-ce qui me restait? J'étais pas le gardien le plus vif. Donc, il me restait plus grand-chose là, niveau... je savais plus trop comment me définir. Je pouvais plus aller au gym. C'était plus... c'est plus ce que je voulais faire. C'était même plus plaisant, j'imagine. Je suis comme l'ombre de moi-même. Ouais. J'avais un bac aussi. Ça, c'est quelque chose qui était dans la tête. Oui, bien sûr. Donc, j'ai décidé de faire la transition. C'est un peu tôt pour moi, mais en même temps, ça me permet de faire une belle transition vers le monde professionnel avec mon bac. Que si tu attends trop longtemps, ça peut être difficile là, de remettre. Donc, au total, là, ça s'est quand même passé un temps où ça me permettait de revenir et d'être performant dans d'autres choses. Donc, évidemment, c'est très décevant. J'aurais aimé ça avoir une carrière de 10 ans dans le soccer, mais ça n'a pas été la pire chose non plus. Une question difficile que je te pose, mais je pense que ça vaut la peine de la poser, sachant que tu es retiré des terrains depuis un bon bout de temps déjà. Sens-tu qu'il y a des choses, des décisions que tu as prises que tu aurais pu faire différemment, qui t'auraient davantage aidé? Bien entendu, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, comme ce qui s'est déroulé au niveau de ta blessure, mais disons, si avec l'impact, est-ce qu'il aurait pu avoir une meilleure option? Aller à Ottawa, est-ce qu'il aurait pu avoir une meilleure option? Est-ce que tu as déjà eu ces réflexions-là de ton côté ou, au final, pas de regret, tu es bien à l'aise avec ce qui est? Oui, j'ai eu les réflexions, mais je pense que honnêtement, c'est le meilleur. C'est la meilleure décision. Je ne vois pas quelle décision j'aurais pu faire qui aurait amélioré mon sort, honnêtement. J'y repense dans le contexte où j'étais. Tout se passait quand même vraiment bien. Là, puis le fait d'aller à Ottawa, c'était la bonne décision. Le fait de signer à Montréal, là, j'en parle comme il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de bas, mais ça a été des années exceptionnelles là, de jouer pro à l'Impact, à Montréal. Joueur exceptionnel. Là, c'est ça, d'avoir le sentiment de faire quelque chose de difficile, être au plus haut niveau pour moi. Je n'ai jamais eu l'ambition d'aller au Bayern Munich. Donc, de jouer au plus haut niveau, qui pour moi, les jeunes, c'était ça, le haut niveau, ben, je l'ai vécu. Félicitations. Je l'ai fait à fond pendant le temps que ça durait. J'ai aucun regret au niveau de mon attitude. Je pense que c'est en grosse partie ça qui m'a permis de rester avec les équipes, même si je n'étais pas au niveau au début. Parce que quand tu as un joueur de, on va dire, deuxième plan, tu veux pas quelqu'un qui va chialer, qui va faire les choses à moitié, qui va influencer le groupe dans une mauvaise direction. Donc, quand j'étais deuxième, troisième gardien, il voulait quelqu'un qui a une bonne attitude, qui travaille fort, qui a le sourire à l'entraînement, qui s'améliore. Donc, j'étais ce joueur-là qui me permettait de rester dans l'équipe jusqu'à temps que j'avais le niveau pour être partant, pour jouer. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai été pas loin d'irréprochable là-dessus et qui m'a permis d'avoir une carrière pro parce que j'étais vraiment pas destiné à l'avoir. Donc, je pense savoir vraiment pas loin de maximiser mon talent de soccer. Ben, je le répète, félicitations, Jason. Il y a un pourcentage infime des joueurs qui vont jouer amateurs, qui vont passer pro. Tu fais partie de ces gens-là. Tu as eu des moments exceptionnels à l'Université du Nouveau-Mexique. Tu as eu des beaux moments également à l'Académie. Ça va être des souvenirs qui vont rester avec toi toute ta vie. Là. Ah, ça, c'est vraiment... L'université, ça a été une expérience là, que j'aurais jamais pensé vivre à l'étranger. Tu le vis maintenant d'une autre façon, mais tu sais, de te retrouver dans une autre culture complètement. Mais là, en plus, on avait 19, 20, 21 ans, juste une gang de gars ensemble qui jouent au soccer ensemble puis qu'on vit la vie sociale de l'université. C'est comme dans les films. Il y a beaucoup d'activités sociales, beaucoup de le campus, c'est sur un campus 4 rues, voici le campus. Tous des jeunes, tout le monde a du fun ensemble. L'école, c'était assez facile.
C'était ça doit être incroyable. Moi, je le conseille vraiment beaucoup pour les joueurs. Là, évidemment, si tu peux signer pro à 18 ans, vas-y. Mais pour les joueurs qui sont pas à ce niveau-là, à l'université, je te conseille. J'ai un de mes jeunes que je coachais qui vient de signer pour partir à l'université. Puis je suis vraiment content pour lui. Puis je pense qu'il va avoir une des meilleures décisions. Exact. L'après-carrière, parce que bon, faut le dire, après cette année-là, à Halifax, c'est terminé. Tu as pris la décision. On va faire autre chose. On va se concentrer sur notre carrière professionnelle. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais après ta carrière, tu as continué à jouer au foot, mais pas dans les buts. Non, comme attaquant. Comme attaquant. Et c'est un endroit que j'aimerais ouvrir, une discussion que j'aimerais ouvrir avec toi ici. Il y a plusieurs personnes avec qui on a parlé sur le podcast que quand ils terminent leur carrière, ils ne peuvent pas rejouer tout de suite. Ouais. Il y a comme peut-être des souvenirs de se dire, ben moi, j'ai joué pro, là, j'ai un niveau de compétition élevé, je ne suis pas prêt à jouer pour le fun ou pour le plaisir. Est-ce que jouer devant, pour toi, c'est un petit peu un échappatoire de dire, je reste dans le foot, mais je ne veux pas retourner dans les buts parce que c'est trop difficile, ça ne va pas être un souvenir nécessairement que je veux associer à ce moment-là. Là. Oui, exact. Ben, c'était surtout un moyen de me remettre au niveau de mes amis avec qui j'allais jouer parce que, tu sais, moi, j'ai joué à tous les jours au niveau professionnel jusqu'à 26 ans, alors qu'eux, ils ont arrêté de jouer, ils ont tous des jobs. Donc, évidemment, leur niveau a beaucoup baissé comparé à moi qui a continué à m'améliorer. Si je reviens comme gardien, ça n'a pas rapport là, pour jouer au niveau où on jouait. Mais c'est surtout aussi, être gardien, c'était devenu vraiment un travail pour moi. Là. Moi, ce que j'aimais même plus que le fait de jouer au soccer, c'est la performance. C'est de ça que tu es devenu accro. Ben, c'est ce que je me suis rendu compte. Après, je pense que j'aurais pu être bon dans d'autres sports aussi si mon parcours m'avait mis dans un autre sport. Ben, en ce moment, tu me disais avant le podcast que tu as fait un Ironman l'année dernière. Oui, je fais un triathlon. Exact, c'est ça le prochain objectif. J'aime beaucoup ça, fixer un objectif ambitieux, puis trouver une manière de l'atteindre, puis le faire du mieux que je peux, puis contrôler tout ce que je peux contrôler pour l'optimiser. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis que peut-être il faudrait slacker un peu parce qu'il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste la performance dans la vie. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était ça pour moi. Donc là, d'aller jouer dans un niveau, c'est vraiment pour le fun. Bien sûr. Comme gardien, non. Même si je suis excellent, j'aurais aucun buzz, aucun high de ça. Si je fais des erreurs, je vais être tellement déçu de faire des erreurs à ce niveau-là. Il n'y a aucun bénéfice à faire ça. Mais surtout, de jouer en avant, c'est des nouvelles sensations. Je peux apprendre. Si j'arrive là, j'ai jamais joué attaquant. OK, c'est comme ça. Je suis mieux de faire ce mouvement-là, de comprendre le jeu d'une autre façon et de m'améliorer à une autre position. Wow. Parce que je ne me serais pas amélioré comme gardien. Tu as quand même cette humilité-là. Tu as quel âge aujourd'hui? À peu près 30 ans? 30 ans. Tu as 30 ans, donc tu joues attaquant à 27, 28, 29 ans. Tu as quand même cette humilité-là de te dire, moi, je veux continuer à vouloir améliorer, toi qui étais professionnel. Oui, ben c'est ça, une autre position. Évidemment, mes pieds comme gardien, j'avais des bons pieds comme gardien, mais c'est des choses très simples. C'est pas la même chose. Une touche, long ballon, des passes de 20 mètres, assez facile. Là, d'avoir un défenseur sur le dos, de tourner, de dribbler, c'est toutes des choses que j'ai jamais faites vraiment à haut niveau. Donc, ça m'excitait d'aller aux entraînements, puis d'essayer de le faire et d'essayer de m'améliorer. C'est ça un peu mon buzz pendant ce temps-là. Puis là, après, on dirait que ça me prenait quelque chose de performer dans cette ligue-là. C'était le fun, mais c'était pas... Je n'avais pas un gros high de ça. On dirait que ça me prenait quelque chose de plus difficile, de quelque chose que je ne savais même pas si j'étais capable de faire. Mais parle-nous un petit peu de ça, Ironman. J'aimerais qu'on parle de ça. Tu as commencé à t'entraîner à quelle année pour le Ironman? C'était en 2023 à peu près? On a fait le Ironman à l'été 2023, donc c'était fin d'été 2022. À la fin de la saison qu'on a joué ensemble. Donc, fin d'année 2022, tu t'entraînes 1 an pour faire un Ironman que tu as complété en 12 heures, que tu me disais. 12h14. 12h14, on s'en rappelle. Et tu me disais que c'est des sensations incroyables à la fin. C'est une des belles... Tu as pleuré à la fin. Ouais, c'est une des belles journées de ma vie, honnêtement. Le climax, c'est une année. Ben, d'habitude, c'est des années. Nous, on l'a fait un peu vite. Là. On l'a fait en 1 an à peu près. De passer de 0. Moi, je courais pas. Je pouvais pas courir 5 km comme gardien de but. Courir 5 km de suite, c'était un énorme défi.
Puis on l'a fait aussi avec Samuel Dufort, qui l'a fait, et Jean-François Soriol, qui était lui déjà un bon coureur, mais Samuel, pas du tout. Donc, avant de m'engager, parce que Jean-François nous poussait beaucoup, il disait « ce serait le fun de le faire en gang », on est allé courir un 100 km, puis j'ai pas été capable, il a fallu faire des pauses. Donc, on partait de vraiment loin. Puis là, j'ai appris à nager, je savais pas nager. Donc, jusqu'à faire un Ironman qui est comme dans la tête de beaucoup de monde, un exploit sportif, un des plus grands. Je trouve que maintenant, après l'avoir fait, je me rends compte, c'est accessible. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'y mettre. Ça doit tellement être difficile. Mais je m'entraînais, j'avais fait un programme, puis ça revient un peu à mon obsession d'avoir un cadre ou un plan clair. J'ai imprimé un plan d'entraînement pour se préparer pour un Ironman en un tel nombre de semaines. Puis je me suis dit, si je suis le plan à la lettre, il n'y a aucune raison pourquoi je ne suis pas capable de le faire. Mais ça, ton côté ingénieur qui revient un petit peu, le très cartésien. Très cartésien, oui. Donc ça, c'est pour ça, l'entraînement de Youssef fonctionnait bien avec moi. De dire, tu fais ça va marcher. Ça. Puis là, j'étais capable d'avoir une recette, une procédure, puis de la suivre. Puis là, c'était un peu la même chose pour le Ironman. J'avais un programme qui me disait, le lundi, tu fais ça, le mardi, tu fais ça, le mercredi. Puis c'est tant d'heures dans la semaine. J'ai pas manqué un seul entraînement. Puis le GAGF, il me trouvait complètement fou. Là. Lui, des fois, il partait, ça ne tentait pas ce matin-là, il était fatigué. Mais moi, je me disais, si je skip des entraînements dans ce programme-là, ça ne marchera pas. Ça se peut que je ne sois pas capable. Le pâté chinois ne fonctionnera pas, il ne sera pas bon. C'est bon, il va être fait à moitié. Tu sais. Ouais. Mais si j'en ai pas manqué aucun, c'est sûr que je suis capable. Le programme, c'est pour ça. C'est quoi la prochaine étape là maintenant? Honnêtement, j'aimerais rejouer au soccer, ça me manque. Ouais. Ça me manque. Le côté jeu, le côté score, compétitif, avoir un adversaire, un classement. Ça me manque beaucoup. Donc, j'aimerais m'y remettre encore une fois comme attaquant ou peu importe la position, mais pas gardien. Pas gardien. Peut-être ralentir un peu aussi, là, dans le sens d'objectifs ambitieux comme ça, parce que ça prend beaucoup d'énergie, de temps. Finalement, tu t'occupes d'autres choses. Pourquoi? Dans le sens que je comprends, mais si c'est la chose qui te fait carburer. Oui, mais c'est plus le cas. Il y a d'autres choses qui font carburer. C'est plus le cas récemment. Là, on va faire avec mes amis le demi-Ironman de Tremblant dans un mois. Quand même. Ce qui est un demi-Ironman, ça peut paraître, c'est la moitié d'un Ironman. C'est comme si c'était pas grand-chose, mais tu le fais plus vite. C'est presque, peut-être même plus difficile qu'un Ironman que tu fais très lentement. Mais je le fais parce qu'on est une gang, c'est le fun de le faire en gang. Mais je me rends compte que c'est pas ça mon objectif de vie. Là. Je veux pas faire ça en série, faire plein d'Ironman. J'aime ça jouer à des jeux. Ouais. Puis aussi, j'ai d'autres projets de vie dans mon travail, mais aussi en business à côté, je sacrifie du temps à m'entraîner que je pourrais mettre à un projet plus long terme qui m'apporte des vrais bénéfices dans ma vie. Ironman, c'est bon la forme, là, mais à ce niveau-là, c'est presque être moins en forme, c'est être moins en santé que quelqu'un d'équilibré. Là. J'avais perdu beaucoup de poids, j'étais tout le temps fatigué, j'avais pas d'énergie pour faire rien d'autre. Donc, c'est pas quelque chose que je veux continuer. Comme la carrière professionnelle, on fait un check à côté. C'est un peu ça. Et ça a été fait. C'est un peu ça. Et on passe à un autre. Ça a souvent été ça, mon parcours. Là, fixer un objectif, l'atteindre, passer à d'autres choses. Passer à autre chose. Donc, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Je sais pas, mais c'est la façon que je fais les choses. Ça m'a amené quand même du bon succès dans une carrière professionnelle, effectivement. C'est exceptionnel, Jason. Pour terminer, le podcast Histoire de foot a pour objectif de retracer des carrières exceptionnelles, des histoires de foot inspirantes. Il y a des jeunes qui vont nous écouter, Jason, aujourd'hui, et qui vont se poser des questions. Comment on s'y prend? Comment on peut avoir une carrière professionnelle? Comment on peut devenir gardien de l'Impact de Montréal, du CF Montréal plutôt maintenant? Tu aurais 3 conseils à donner aux gens qui nous écoutent, qui aspirent à cette carrière-là. Quels seraient-ils? On en a parlé un peu, mais justement de ne pas s'attarder au niveau que les jeunes ont à 11, 12, 13 ans. Ouais. Parce que j'en coach, puis ils se disent, pour eux, c'est évident qu'ils vont jouer pro. Ils me parlent comme si, mais moi, je vais jouer pro. Mais c'est vraiment pas fait. Là. Ils ont 11, 12, comme les chances sont extrêmement minces et je vois qu'ils font pas les choses pour y arriver. C'est comme juste une évidence parce qu'ils sont bons à leur âge. Ils jouent dans le 2A ou
ils ont gagné un tournoi. Puis pour eux, c'est une évidence que c'est assez pour jouer pro, mais on dirait qu'ils ne comprennent pas que tous les jeunes rêvent de jouer au soccer professionnel. Bien sûr. Donc, il y a beaucoup de compétition, puis il y en a d'autres qui vont travailler plus fort. Il y en a d'autres qui vont être dans des meilleurs environnements. Donc, c'est de peu importe ton niveau, même si tu es le meilleur de ton équipe à Montréal à 12 ans, tu n'as rien accompli encore et il faut que tu sois le meilleur encore plus et que l'écart se creuse. Tu peux pas te contenter de monter avec... Il faut que l'écart se creuse de plus en plus et que tu sois vraiment meilleur au point où tu peux plus jouer dans cette équipe-là. Il faut qu'il te monte de niveau où tu dois être le meilleur joueur de l'équipe du Québec. Tu sais, c'est ce genre de mentalité-là, je pense, qui va faire qu'un bon joueur va continuer à s'améliorer. Mais ça peut aller dans l'autre sens aussi. Quelqu'un qui est pas le meilleur de son équipe ou qui joue pas dans la même catégorie, dans la bonne catégorie à 12 ans, c'est encore très possible. Il y a beaucoup de temps. Bien sûr. Mais t'es la preuve. T'en es la preuve. C'est ça. Il y a beaucoup d'autres joueurs avec qui j'ai joué qu'à 12 ans, c'était pas les meilleurs et qu'ils sont rendus à jouer professionnel ou jouer à l'université ou beaucoup qui ont joué en Europe, en Norvège ou qui ont eu des bonnes carrières. Je dis pas si tu veux jouer pour le Bayern Munich ou Barcelone, probablement qu'il faut que tu sois assez exceptionnel. Il y a un talent brut, effectivement. Mais quelqu'un qui veut jouer pro ou avoir des belles expériences de soccer comme j'ai eu à l'université, le niveau à 12 ans ne change pas grand-chose. Puis si tu travailles, si tu as la bonne attitude, tu écoutes le coach, parce que si tu penses que tu connais tout à 12 ans, il y a un problème. Donc, tu es peut-être mieux d'écouter le coach. Si plus tard, tu rencontres un autre coach qui dit le contraire, mais tu peux faire un mix des deux, trouver ton équilibre, trouver ta propre personne, mais de faire les choses à moitié, je pense pas que ça peut... En tout cas, moi, ce que j'ai vu, là, les joueurs, même aussi talentueux qu'ils sont, si ceux qui pensaient qu'ils étaient trop bons à 12-13 ans, ils n'ont pas joué jusqu'à maintenant, comme on disait. Là. Donc, ça serait première chose que je dis quand je coach. Et deuxième chose qui est un peu reliée, là, mais contrôler ce que tu peux contrôler, qu'on a parlé. Donc, encore cette semaine, je coachais des jeunes. Il pleuvait, il faisait froid. Les jeunes arrivent en short puis en t-shirt. Donc là, ils ont froid. Ils sont pas préparés. Ils grelettent, ils n'ont pas le goût de plonger, ils n'ont pas le goût de... Donc, un entraînement gâché. Mais c'était complètement en leur contrôle. C'est de la préparation hors terrain. Soit ils décident de contrôler, d'avoir une bonne attitude malgré le fait qu'on froid, ou de s'équiper comme il faut, de se préparer pour l'entraînement. Donc, c'est des petites choses qu'ils ont gâché un entraînement, que quelqu'un d'autre n'a pas gâché. Donc là, l'écart se creuse. Tout ce qui est sommeil, de décider est-ce que je vais être en forme à l'entraînement ou pas. Donc, le sacrifice, est-ce que c'est vraiment ce que les jeunes veulent? Tous les jeunes vont dire, je veux jouer pro, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Beaucoup de jeunes, même à l'académie, disaient qu'ils voulaient jouer pro, mais ils ne voulaient pas vraiment jouer pro parce qu'ils ne faisaient pas ce qui s'apprenait. Donc, si ça leur était donné gratuit, ils l'auraient pris. Mais jouer pro, ça vient avec aussi des... Ce qui est fascinant en t'écoutant parler, c'est qu'on dirait que le processus, pas qu'il est mathématique, mais il y a définitivement une mécanique qui va distinguer un joueur qui passe pro d'un joueur qui passe pas pro. Il y a un facteur qui, à la base, peut être un petit peu inné. Il y a un talent, des fois, qui peut venir pour certains joueurs. Mais la majeure partie des raisons, les raisons majeures, en tout cas, en t'écoutant parler, qui vont faire en sorte que quelqu'un va passer pro, va être le travail, la fréquence de travail qui va être mis dans ton quotidien à chaque entraînement. La qualité du travail. Là, la nutrition. Il y a des entraînements qui sont... des environnements qui sont pas bons. Il faut choisir de changer. Si tu penses que tu es dans un mauvais club ou que la structure autour de toi est pas assez bonne, puis tu continues dans cette structure-là 2, 3, 4 ans, 5 ans, il va être trop tard. Il n'y a pas beaucoup d'années entre 12 ans et 18 ans. Là. Donc, ça va vite quand même. Il faut que tu sois presque optimal tout le temps. Parce qu'il y en a qui vont l'être. Donc, puis comme on parlait, de statistiques, 0, je sais pas. C'est un infime pourcent. Si tu n'es pas dans ce top pourcent-là tout le temps, ça va être dur de flipper la switch quand il va y avoir des essais à 17 ans et que tu n'as pas joué à ce niveau-là jamais. Là. Donc, il y a la mécanique un petit peu, travailler, avoir une bonne fréquence d'entraînement. As-tu un dernier conseil? De se fixer des objectifs clairs, pour moi. Moi, ça a été ça. Tu sais,
tout ce que je dis, c'est pour quelqu'un de rationnel comme moi. Je comprends qu'il y a des jeunes, il y a des joueurs qui ont réussi, qui ont une attitude complètement différente que moi et qui ont eu des meilleures carrières même. Donc, ça s'applique plus pour quelqu'un comme moi. Si j'ai pas un objectif clair, ça va être difficile de m'améliorer. Mais si je fixe un objectif, il faut que je me rende là en un certain nombre de temps. Puis là, je me fais un plan pour y arriver. Je vais y arriver. Mais si c'est trop flou, j'ai de la difficulté. Donc, pour un jeune, ça peut être, par exemple, de faire l'équipe pour aller aux Jeux du Québec. Ça peut être faire le 3A dans 2 ans ou dans 1 an. Ou ça peut être d'être capable de jongler le ballon 50 fois. Donc, des objectifs, il faut que ça soit ambitieux. Il ne faut pas que ça soit un objectif que tu es capable de faire automatiquement. Il faut que ça soit... C'est pas sûr que ça va arriver. Puis ça va venir avec des déceptions. Mais au moins, peut-être que tu vas être coupé dernier de la sélection régionale, mais tu es quand même presque au niveau sélection régionale. Si tu t'avais pas fixé l'objectif, peut-être tu serais très loin. Donc, pour moi, d'avoir... de rêver grand, mais possible. Ouais. Et de savoir que c'est assez proche pour que tu saches qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour y arriver. T'entourer de gens qui vont te le dire. D'entraîneurs, dans le cas du soccer, des gens autour de toi. Tu peux poser des questions, écouter des podcasts sur le soccer, puis apprendre, d'avoir une humilité là-dedans. Donc, je sais. Tu as l'air d'avoir été vraiment un étudiant du sport. C'est-à-dire, tu as écouté tes coachs, tu as regardé ce que les meilleurs ont fait, tu as suivi les processus et tu n'as pas arrêté. Tu as l'air d'avoir une constance assez exceptionnelle dans ce que tu fais. Le Ironman en est un bon exemple. Tu ne peux pas atteindre des exploits sportifs de la sorte si tu n'as pas cette rigueur au travail chaque jour, chaque heure. Donc ça, je pense que c'est un truc qui te caractérise. Je te félicite là-dessus, Jason. On arrive un petit peu à la fin du podcast. Est-ce que ça t'a fait du bien de repenser un petit peu à ta carrière? Oui, c'est des choses que je discutais souvent quand je coachais, puis je faisais même je coachais plus avant, puis je faisais des conférences dans des écoles. Fait que c'est un message que je voulais marteler. Bien sûr. Mais là, ça fait longtemps que je suis un peu dans d'autres choses, mais on dirait d'en parler, je me rends compte que j'applique ça à quand même ma vie aujourd'hui. Je pensais qu'il y avait une cassure complètement différente de la performance que c'était avant. Maintenant, je suis plus dans le steady. Mais je me rends compte, je suis quand même dans le même pattern de la performance. Ça me drive quand même de faire des choses difficiles. Fait que je ne sais pas si c'est la meilleure chose à long terme, mais en même temps, ça me permet... Comme tu l'as dit, ça va être des catégories un peu différentes. Là, tu as eu les Ironman, tu vas peut-être avoir des objectifs en business, comme tu le mentionnais, peut-être des objectifs de famille un jour aussi. Donc, j'imagine que les objectifs changent, mais la méthode ne va pas tellement changer. Ça va être cette rigueur, cette constance-là. Pour moi, ça permet de ne pas avoir de regrets. Même si j'allais dans un match et que je jouais mal, que je faisais une erreur, je suis arrivé le plus préparé que je pouvais. Donc, ça arrive des erreurs. Mais si tu vas dans un match à moitié, que tu as mal dormi la veille ou tu t'es pas entraîné bien cette semaine, puis tu fais l'erreur, tu vas avoir un regret d'avoir fait. Exact. Donc, la préparation change tout. La préparation change tout. D'avoir le sentiment d'arriver complètement prêt, puis d'avoir le sentiment que tu as fait tout ce que tu pouvais contrôler. Et aussi de ne pas t'en faire avec ce que tu peux pas contrôler, parce que ça, c'est beaucoup de stress. Mais d'avoir tout fait ce que tu pouvais contrôler, puis d'aller dans le match ou aller à l'examen à l'école ou aller dans l'Ironman en disant j'ai fait le travail, là, je le fais le mieux que je peux, puis c'est juste du fun. Exact. Pour moi, ça a été une recette qui a bien fonctionné. Mais en tout cas, félicitations. Félicitations pour ta carrière, Jason. Félicitations pour ta rigueur. Félicitations pour ta détermination. C'est le bon terme, je pense, détermination. Le fait que tout ait été tellement loin de toi quand tu étais à l'adolescence. Professionnel, c'était pas vraiment quelque chose que tu considérais. C'était tellement loin. Puis là, finalement, à travers le temps, comme tu dis, l'écart se creuse. À l'inverse, ici, tu fais du rattrapage et finalement, tu signes en professionnel. Donc, tu as toute mon admiration. Félicitations. On va arriver à la fin du podcast. J'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont avoir été inspirés par ton histoire. Ça donne une vision un petit peu différente des autres qu'on a eues récemment. Donc, je trouve ça fantastique. Le mot de la fin, ce serait quoi?
Vivez votre propre histoire, je dirais. Votre propre histoire de foot. Exact. Moi, on a parlé beaucoup, je trouve, de défis aujourd'hui. Ouais. Tu sais, les défis que j'ai faits, mais c'était exceptionnel comme parcours que il y a tellement d'étapes que j'aurais pu ne pas vivre ça, puis que non. La vie aurait tellement été différente. Fait que je suis content de continuer à... Il y a eu du plaisir. Vraiment. Et des histoires, puis des situations que je ne pouvais pas croire que j'étais dans ces situations-là. Donc, justement, de rêver grand pour se mettre dans ces situations-là. Fait que j'invite les jeunes à le faire. Rêvez grand, mais soyez rigoureux. Soyez rigoureux, soyez déterminés et posez des actions reliées à vos ambitions. Exact. Parce que sinon, ça choisissez ce que vous voulez faire. Puis bien sûr. C'est ce que je dirais aux jeunes. Jason Beaulieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Histoire de foot. Merci à toi.